Cette histoire m'a été racontée par une auditrice nommée Sofia, qui vit à Santiago du Chili. Ce qu'elle m'a raconté sur son voisin de l'appartement d'à côté est quelque chose de si courant au début que n'importe qui pourrait le vivre, et c'est précisément pour cela que c'est si perturbant. Si vous avez déjà entendu des choses étranges à travers les murs de votre appartement, des bruits qui n'ont aucun sens, des voix qui ne devraient pas être là, j'aimerais beaucoup que vous partagiez cela dans les commentaires. Parfois, ce qui est le plus effrayant, c'est ce qui se passe juste de l'autre côté d'un mur aussi fin que du papier. Voici maintenant l'histoire de Sofia et des 6 mois qu'elle a passé à vivre à côté de quelque chose qui n'aurait jamais dû exister. Je m'appelle Sofia, j'ai 28 ans, et il y a 8 mois, j'ai déménagé de mon appartement à Santiago. J'ai perdu la caution, perdu de l'argent dans un déménagement précipité, et maintenant je paye presque le double de loyer pour un endroit plus petit. Mais cela ne me dérange pas, parce que je ne pouvais pas rester un jour de plus dans cet endroit. Je ne pouvais pas continuer à vivre à côté de lui. J'ai trouvé l'appartement en mars 2023. Il était parfait pour mon budget. Un environnement dans le quartier de Ñuñoa, au 2e étage d'un vieux bâtiment mais bien entretenu. Il avait une bonne lumière naturelle, était proche du métro et le bâtiment était calme. Principalement des personnes âgées et quelques jeunes couples sans enfants. L'appartement voisin était vide lorsque j'ai emménagé. Le concierge, Don Guillermo, m'a dit que le locataire précédent était parti il y a environ 1 mois. « Tu sais pourquoi il est parti ?» ai-je demandé, plus par curiosité que par inquiétude. Don Guillermo haussa les épaules. Il n'a pas donné de raison. Il a simplement dit qu'il devait partir d'urgence. Il a payé la pénalité pour rupture de contrat et est parti en 2 jours. Je n'y ai pas beaucoup réfléchi. Les gens déménagent tout le temps pour le travail, des problèmes personnels, peu importe. Le département voisin est resté vide pendant mes 3 premières semaines. C'était agréable, silencieux. Je pouvais travailler à la maison sans distraction. Je suis graphiste indépendante et bien dormir la nuit. Mais alors, à la fin mars, quelqu'un a emménagé dans l'appartement adjacent. Je l'ai su parce que j'ai entendu le bruit de meubles being tirés, des voix de déménageurs, le genre de bruit d'un déménagement. C'était un samedi après-midi. J'ai décidé d'être gentille et d'aller me présenter une fois qu'ils auraient fini. J'ai frappé à la porte vers 18 h. Personne n'a répondu. J'ai frappé à nouveau. Rien. Je pouvais entendre une télévision ou une radio allumée à l'intérieur, donc je savais qu'il y avait quelqu'un. Peut-être était-il fatigué du déménagement et ne voulait pas répondre. Je l'ai compris. Cette nuit-là, vers 11 h, j'ai entendu de la musique. Pas fort, mais suffisamment clair pour traverser le mur que nous partagions. C'était de la musique ancienne, des années 50 ou 60. Des chansons en espagnol qui ressemblaient à des boléros. Bon, j'ai pensé, mon voisin a des goûts musicaux rétro. Ce n'est pas un problème. Ce n'était pas si fort que ça pour déranger. Mais la musique a continué. 11h30, minuit, minuit 30, 1h du matin. À 2h du matin, j'ai finalement frappé le mur. Hé, il est très tard. Baisse la musique. La musique s'est arrêtée immédiatement. Merci, murmurai-je, et je me suis rendormi. La nuit suivante, dimanche, la musique a recommencé. Même heure, 11h du soir, les mêmes chansons anciennes. Et cela a continué jusqu'à 2h du matin, quand j'ai de nouveau frappé le mur. Cela est devenu un schéma. Chaque nuit, de 11h du soir à 2h du matin, toujours la même musique. Elle s'arrêtait toujours quand je frappais le mur. Après 1 semaine de cela, j'ai décidé d'affronter mon voisin directement. J'ai frappé à sa porte un mardi après-midi. Cette fois, quelqu'un a répondu. La porte s'est à peine entr'ouverte. J'ai pu voir une partie d'un visage. Un homme, peut-être dans la quarantaine, avec une barbe négligée et des yeux fatigués. Oui, sa voix était rauque, comme s'il venait de se réveiller. « Bonjour, je suis Sofia, j'habite dans l'appartement voisin. Je voulais simplement me présenter et aussi, enfin, la musique le soir est un peu forte. Pourriez-vous baisser le volume après 11 h ?» Il m'a regardé fixement pendant quelques secondes sans cligner des yeux. « Je ne mets pas de musique », a-t-il finalement dit. « Quoi ? Si, tu mets de la musique. Toutes les nuits, chansons anciennes, boléros. Je ne mets pas de musique. Je ne mets jamais de musique. Mais je l'entends clairement à travers le mur. Ce n'est pas moi, dit-il, et il ferma la porte au visage. Je suis resté là, confuse et énervée. Pourquoi mentir sur quelque chose d'aussi évident ? Ce soir-là, à 11 h précises,
La musique recommença. Cette fois, j'ai prêté plus attention. Elle venait définitivement du département d'à côté. Je pouvais l'entendre plus fort quand je mettais mon oreille contre le mur partagé. Mais il y avait autre chose. Entre les chansons, je pouvais entendre des voix. Comme si des gens discutaient. Une voix masculine et une voix féminine, parlant à voix basse, riant occasionnellement. Mon voisin avait-il des visites? C'est pourquoi il a nié maître de la musique. Était-il gêné d'avoir des fêtes nocturnes? À 2 heures du matin, j'ai frappé le mur plus fort que d'habitude. La musique s'est arrêtée. Mais les voix ont continué. Maintenant, elles semblaient différentes. Elles ne discutaient plus. Elles ressemblaient à une dispute. La voix féminine s'élevait, agacée. La masculine répondait sur un ton dur. Et alors, j'ai entendu quelque chose qui a fait hérisser ma peau. Un cri aigu féminin coupé brusquement. Puis, silence total. Je me suis levé du lit, le cœur battant rapidement. Est-ce que je viens d'entendre ce que je pensais avoir entendu? Devrais-je appeler la police? J'ai attendu, l'oreille collée au mur. Rien. Silence complet. Peut-être regardait-il un film. Peut-être que c'était quelque chose à la télévision. Cela avait du sens. Mais je n'ai pas pu me rendormir cette nuit-là. Le lendemain matin, mercredi, je suis sorti tôt pour travailler dans un café. J'avais besoin de quitter l'appartement. Quand je suis rentré l'après-midi, j'ai croisé Don Guillermo dans le hall. Don Guillermo, connaissez-vous le nouveau locataire de l'appartement à côté du mien? Celui du 2B? Oui, bien sûr. Monsieur Munoz. Pourquoi? Il vit seul? Oui, autant que je sache. Y a-t-il un problème? C'est que j'entends des voix la nuit, comme si j'avais des visites, et de la musique forte. Don Guillermo fronça les sourcils. C'est étrange. Je ne l'ai jamais vu avec quelqu'un. En fait, je le vois presque jamais sortir. Il sort très tôt le matin, vers 6 heures, et revient tard le soir. Il est très réservé. Et avant lui, le locataire précédent, était-il aussi bruyant? Don Guillermo hésita. Écoutez, je n'aime pas parler des locataires, mais celui qui vivait avant Monsieur Munoz se plaignait aussi de bruit, mais des bruits venant de l'appartement quand il était vide. Il disait entendre des choses à travers le mur. Quel genre de choses? De la musique, des voix, des pas. Mais quand je rentrais vérifier l'appartement vide, il n'y avait jamais rien. Je pensais que j'imaginais des choses, ou que les sons venaient d'ailleurs et qu'ils se trompaient. Un frisson me parcourut. Combien de locataires ont vécu dans mon appartement ces dernières années? Dans ton appartement, le 2A, tu as été la 5e locataire en 3 ans. 5e, pourquoi les autres sont-ils partis? Différentes raisons. Mais, maintenant que tu le mentionnes, plusieurs se sont plaints de bruit gênant. Du département voisin. Et le 2B, combien de locataires a-t-il eu? Don Guillermo se gratta la tête. Monsieur Munoz est le 3e en 6 mois. Avant lui, il y avait un jeune couple qui est resté 2 mois. Et avant, un étudiant qui est parti après 3 semaines. Quelque chose n'allait pas. Il y avait un motif ici. Ce soir-là, j'ai décidé d'enregistrer. J'ai configuré mon téléphone pour enregistrer du son toute la nuit. Je l'ai laissé sur la table de nuit près au mur partagé. À 11 heures précises, la musique a commencé ponctuellement. L'enregistrement l'a capté clairement. Ancienne chanson en espagnol. Boleros, comme je l'avais pensé. Et les voix. L'enregistrement les a aussi captées. Une conversation entre un homme et une femme. Mais je ne pouvais pas distinguer les mots, seulement le ton. Amical au début, puis plus tendu. Ensuite argumentatif. Et à 2h17 du matin, le cri. Parfaitement capté dans l'enregistrement. Un cri féminin d'une peur absolue. Suivi d'un coup sourd. Et puis le silence. Le lendemain matin, j'ai pris l'enregistrement et je suis allé directement à la police. Le policier qui m'a reçu a écouté l'enregistrement avec une expression sérieuse. Et vous dites que cela vient de l'appartement de votre voisin? Oui, toutes les nuits. La même séquence. Musique, conversation, dispute, cris. Avez-vous vu votre voisin avec une femme? Non. Le concierge dit qu'il vit seul. Mais il y a clairement quelqu'un d'autre là-bas, où il reçoit différentes visites chaque nuit. Le policier a noté l'adresse. Nous allons faire une visite de vérification, juste pour s'assurer que tout va bien. Je suis retourné dans mon appartement avec un mélange de soulagement et d'anxiété. Finalement,
Quelqu'un allait enquêter. Cet après-midi, 2 policiers sont arrivés à l'immeuble. Je regardais à travers le judas de ma porte pendant qu'ils frappaient au 2B. Mon voisin, M. Munoz, a ouvert la porte. Les policiers ont parlé avec lui. Je ne pouvais pas entendre la conversation, mais j'ai vu qu'ils le laissaient entrer dans l'appartement. Ils sont restés à l'intérieur environ 15 minutes. Lorsqu'ils sont sortis, ils sont passés devant ma porte. J'ai frappé et suis sorti pour leur parler. Et alors, avez-vous trouvé quelque chose? L'un des policiers a secoué la tête. Monsieur Munoz vit seul. Il n'y a personne d'autre dans l'appartement. Il n'y a pas de signe de violence ou de problème. Il dit qu'il ne met pas de musique le soir parce qu'il se couche tôt à cause de son travail. Mais j'ai l'enregistrement. Nous l'écoutons. Mais le département est vide à l'exception de lui. Et il nie être la source du bruit. Alors, d'où vient-il? L'autre policier haussa les épaules. Cela pourrait venir d'un autre département. Le son voyage de manière étrange dans les vieux bâtiments. Il pourrait sembler venir de côté, alors qu'en réalité, il vient d'en haut, d'en bas, ou de l'autre extrémité du bâtiment. Mais c'est tant évident. Ça vient juste de l'autre côté de ce mur. Mademoiselle, nous avons enquêté et n'avons trouvé aucune preuve d'un crime ou d'un trouble. Si le bruit continue, vous pouvez déposer une plainte officielle auprès de la gestion de l'immeuble. Mais il n'y a rien d'autre que nous puissions faire. Ils sont partis. Je suis resté frustré et confuse. Cette nuit-là, j'ai mis mon oreille directement contre le mur à exactement 11 heures. La musique a commencé. Mais cette fois, j'ai fait quelque chose de différent. Je suis sorti de mon appartement et je suis allé dans le couloir. J'ai mis mon oreille contre la porte du 2B. Je n'entendais rien. Aucune musique, aucune voix. Silence complet. Mais quand je suis retourné dans mon appartement et que j'ai mis l'oreille contre le mur partagé, là était, clair comme de l'eau, la musique, les voix. Comment était-ce possible? J'ai décidé de faire une expérience. J'ai configuré mon téléphone pour enregistrer dans mon appartement et j'ai emprunté le téléphone d'une amie pour enregistrer simultanément dans le couloir, devant le 2B. À 11 heures du soir, les 2 téléphones enregistraient. Le lendemain matin, j'ai vérifié les 2 enregistrements. L'enregistrement de mon appartement a tout capté. Musique, voix, le cri à 2h17 du matin. L'enregistrement du couloir n'a rien capté, juste du silence. Des bruits occasionnels de tuyaux, rien d'autre. Les sons n'existaient qu'à l'intérieur de mon appartement. Ils ne pouvaient être entendus que de mon côté du mur. Cela n'avait aucun sens physique. J'ai commencé à enquêter sur l'histoire de l'immeuble. Il a été construit en 1962. Il a eu plusieurs propriétaires au fil des décennies. La plupart des registres étaient difficiles à obtenir. Mais j'ai trouvé quelque chose dans les archives de journaux de la Bibliothèque nationale. En 1968, il y a eu un meurtre dans cet immeuble. Une jeune femme de 24 ans, nommée Alicia Ramirez, a été assassinée par son petit ami dans l'un des appartements. Il l'avait étranglée lors d'une dispute. Il l'a tuée vers 2 heures du matin. Les voisins ont entendu des cris mais ont pensé que ce n'était qu'une dispute de couple et n'ont pas intervenu. Le petit ami a été arrêté, condamné et était mort en prison des années plus tard. L'article ne précisait pas exactement quel appartement. Il disait seulement « 2e étage, unité B, 2B », l'appartement de M. Munoz. J'ai senti tout mon corps se refroidir. Était-ce possible? Écoutais-je un écho du passé? Une résonance résiduelle de cette nuit horrible de 1968. Mais cela n'expliquait pas pourquoi je l'entendais seul. Pourquoi seulement depuis mon appartement? Pourquoi M. Munoz, qui vivait exactement à l'endroit où cela s'était passé, n'entendait rien? Cette nuit-là, j'ai décidé de faire quelque chose de stupide. À 2h15 du matin, alors que je savais que la scène allait atteindre son apogée, je suis sorti de mon appartement et j'ai frappé fort à la porte du 2B. J'ai entendu des pas précipités à l'intérieur. La porte s'est ouverte. Monsieur Munoz était en pyjama, les yeux somnolents et confus. Que se passe-t-il? Pourquoi frappez-vous à cette heure? Vous ne l'entendez pas, ai-je dit presque en criant. La musique, les voix, ils sont en train de se disputer en ce moment même. Il m'a regardé comme si j'étais folle. Il n'y a pas de musique, il n'y a pas de voix. Juste vous, criant à ma porte à 2 heures du matin. Laissez-moi entrer, laissez-moi passer et je vous le prouverai. Absolument pas, allez-vous-en ou j'appelle la police. Et il ferma la porte. Je mis mon oreille contre sa porte. Silence, total. Je retournai dans mon appartement. Je mis l'oreille contre le mur. Les voix étaient là, criaient maintenant.
se disputaient violemment. Et puis, le cri, le coup, le silence. Mais seul moi pouvais l'entendre. Les jours suivants furent un enfer. Je ne pouvais pas dormir. Le manque de sommeil m'affectait. Je faisais des erreurs dans mon travail. Je me voyais amaigri. Et puis, une nuit, quelque chose changea. C'était un vendredi, 11 heures du soir. La musique commença comme d'habitude. Mais cette fois, après quelques minutes, j'entendis quelque chose de nouveau. La voix féminine, très claire, disant mon nom. Sophia. Je restais figé. Sophia, peux-tu m'entendre? Cela ne s'était jamais produit auparavant. C'était toujours la même conversation, la même dispute, la même séquence. Il ne m'avait jamais parlé directement. Alicia, chuchotai-je. Es-tu Alicia Ramirez? Tu sais enfin mon nom. J'ai essayé de te joindre. Tu es la première à vraiment écouter. Que veux-tu? J'ai besoin que tu connaisses la vérité sur ce qui s'est passé, sur ce qui continue de se passer. Quelle vérité? Il ne s'est pas allé. Après m'avoir tué, après être allé en prison, après être mort, il ne s'est pas allé. Il est toujours là, dans cet appartement. Et chaque fois qu'une nouvelle personne emménage à côté, je l'entends. J'entends comment il planifie, comment il attend, comment il prépare. Prépare quoi? Pour le refaire. Il ne s'est jamais repenti. Il a seulement regretté qu'on l'ait attrapé. Et maintenant qu'il est mort, qu'il ne peut plus être capturé, il veut le refaire. Et encore. Et encore. Monsieur Munoz. C'est juste le récipient le plus récent. Il ne le sait pas encore. Mais chaque nuit, pendant qu'il dort, il entre, il s'installe, peu à peu. Et un jour, Monsieur Munoz se réveillera et ne sera plus Monsieur Munoz. Il sera lui, Roberto, mon assassin, et il cherchera quelqu'un de nouveau. Pourquoi me dis-tu ça? Parce que tu es la suivante. Je t'ai vu. Comment il te regarde quand tu sors? Comment il trouve des excuses pour rester dans le couloir quand tu es là? Il t'a déjà choisi. Il attend juste le bon moment. Mon sang s'est glacé. Je me suis rappelé les rares fois où j'avais croisé Monsieur Munoz dans le couloir. Comment ses yeux me suivaient une seconde de plus que la normale. Comment parfois, je le sentais regarder par sa lucarne quand je sortais. Tu dois partir. Maintenant. Ce soir. N'attends pas. Une fois que je serai complètement installé, il sera trop tard. Et personne ne te croira. Comme personne ne m'a cru quand je demandais de l'aide avant qu'il ne me tue. Comment puis-je t'aider? Comment puis-je te libérer? Tu ne peux pas. Je suis piégé ici, condamné à revivre ma mort chaque nuit. Mais toi, tu peux te sauver. Pars maintenant. La voix s'est dissipée. La musique a continué quelques minutes de plus, puis s'est arrêtée. Je n'ai pas attendu jusqu'au matin. J'ai fait mes valises avec l'essentiel cette même nuit. À 4 heures du matin, je suis sorti de l'appartement silencieusement. En fermant ma porte à clé, j'ai entendu quelque chose qui a confirmé chaque mot d'Alicia. La puerta del 2B se abrió lentamente. El señor Muñoz, o lo que fuera que ahora habitaba en él, estaba parado en su umbral. Pero no era el mismo hombre, algo en su postura, en sus ojos, era diferente. ¿A dónde vas, Sofía? Su voz era diferente también, más profunda, más fría. No respondí, solo corrí hacia las escaleras. Me quedé en un hotel esa noche. A la mañana siguiente, llamé al dueño del departamento y le dije que me iba inmediatamente, que podía quedarse con el depósito y el mes pagado. No me importaba, solo necesitaba salir del contrato. Recogí mis cosas con la ayuda de 2 amigos durante el día, cuando sabía que el señor Muñoz estaba en el trabajo. Don Guillermo me ayudó, confundido pero comprensivo. No volví nunca más. 2 mois plus tard, j'ai appris par Don Guillermo, à qui j'avais donné mon numéro, que Monsieur Munoz avait été arrêté. Une jeune femme de l'immeuble l'avait dénoncé pour harcèlement. Ils avaient retrouvé des photos d'elle dans son appartement, des photos prises à son insu. L'enquête a révélé qu'il avait des antécédents, des accusations précédentes de harcèlement. Rien qui ait conduit à une condamnation, mais un schéma clair. La femme a eu de la chance. Elle l'a dénoncé à temps. Don Guillermo m'a aussi dit que mon ancien appartement, le 2A, était toujours vide. Personne n'y était resté plus de 2 semaines depuis mon départ. Tout le monde se plaignait de la même chose, bruit, voix, musique la nuit. Et tous étaient éventuellement harcelés par le locataire du 2B.
car Roberto est toujours là, cherchant, attendant, utilisant toute âme assez malchanceuse pour emménager au 2B comme son véhicule. Et Alicia est toujours piégée, condamnée à revivre son meurtre chaque nuit, essayant désespérément d'avertir les nouvelles locataires avant qu'il ne soit trop tard. Parfois, ça fonctionne. Parfois, comme moi, elles écoutent à temps. D'autres fois, je préfère ne pas penser aux autres fois. C'était tout ce que Sofia voulait partager. Elle m'a dit qu'elle vit maintenant dans un immeuble neuf, plus moderne, où elle vérifie soigneusement tous ses voisins avant de signer un contrat. Si tu as déjà vécu dans un endroit où tu as senti que quelque chose essayait de t'avertir, où les sons que tu entendais étaient des messages désespérés, laisse un commentaire. Parfois, les victimes du passé essaient de protéger celles du futur, et parfois, écouter ces avertissements peut te sauver la vie. Prends soin de toi, vérifie toujours tes voisins, et on se retrouve dans la prochaine histoire. Cette histoire m'a été envoyée par Carlos, un abonné de la chaîne qui vit dans un petit village de la montagne. Quand je l'ai lu pour la première fois, j'ai ressenti un frisson qui m'accompagne encore. Si toi aussi tu as vécu quelque chose d'inexplicable et que tu aimerais que je le partage ici, laisse-le dans les commentaires ou envoie-le moi directement. J'adore lire chacune de vos expériences. Maintenant, laisse-moi te raconter ce que Carlos a vécu il y a 7 ans, quand il a hérité de la maison de sa grand-mère dans les montagnes. Ce qui a commencé comme une simple formalité familiale est devenu quelque chose qui changerait à jamais sa perception de la réalité. Je n'ai jamais cru au surnaturel. Toute ma vie, j'ai été de ces personnes qui cherchent des explications logiques à tout, qui rient quand quelqu'un mentionne des fantômes ou des esprits. Je suppose que c'est pourquoi ce qui m'est arrivé a été encore plus dévastateur. Parce que quand ton monde rationnel se brise soudainement, il ne reste rien à quoi s'accrocher. Tout a commencé en mars 2018, lorsque j'ai reçu l'appel de mon oncle Rodrigo, m'informant que ma grand-mère Esperanza était décédée. Ce n'était pas une surprise, elle était malade depuis des mois, et nous savions tous que ce n'était qu'une question de temps. Ce qui m'a surpris, c'est de découvrir qu'elle m'avait laissé sa maison en héritage. Une vieille construction en adobe dans un village appelé San Miguel del Monte, perdu dans un coin de la montagne qui n'apparaissait à peine sur les cartes. Je n'avais pas visité cet endroit depuis que j'étais enfant, peut-être il y a une vingtaine d'années. Je me souvenais vaguement d'une grande maison entourée d'arbres, de l'odeur de bois brûlé, et de ma grand-mère préparant des tortillas sur un comal en argile. Mais ces souvenirs étaient flous, teintés par la nostalgie de l'enfance. J'ai décidé d'aller la voir avant de la mettre en vente. Je travaillais comme comptable en ville, et je n'avais aucun intérêt à déménager dans un village où la connexion Internet était probablement un luxe. Mais je sentais que je devais à ma grand-mère au moins lui rendre visite une dernière fois, trier ses affaires, fermer ce chapitre de manière appropriée. Le voyage a duré presque 6 heures. Au fur et à mesure que je m'éloignais de la ville, les routes devenaient plus étroites et sinueuses. Les 50 derniers kilomètres se faisaient sur un chemin de terre qui serpentait entre des montagnes couvertes de pins et de chênes. Le GPS avait perdu le signal depuis un moment, alors j'ai dû me fier aux indications que mon oncle m'avait données par téléphone. San Miguel del Monte s'est avéré être même plus petit que ce que j'imaginais. Peut-être 50 maisons dispersées autour d'une place avec une église coloniale et quelques magasins. Les gens dans la rue me regardaient avec ce mélange de curiosité et de méfiance que les petits villages réservent aux étrangers. Bien que techniquement je ne sois pas un étranger, ma grand-mère y avait vécu toute sa vie et ma mère était née dans cette même maison avant de déménager en ville. J'ai trouvé la propriété à la périphérie du village, au bout d'un chemin de terre qui s'enfonçait dans la forêt. La maison est apparue entre les arbres comme un fantôme du passé. Des murs en adobe blanchis par le temps, un toit en tuiles rouges couvert de mousse, des fenêtres en bois avec des volets fermés. Un portail en fer rouillé marquait l'entrée d'un jardin envahi par les mauvaises herbes. J'ai garé ma voiture et je suis resté un moment assis, observant. Le silence était absolu, à peine troublé par le vent entre les branches et le chant lointain d'un oiseau. Il y avait quelque chose dans ce silence qui me mettait mal à l'aise, bien que je ne saurais dire exactement quoi. La clé que mon oncle m'avait donnée a tourné avec difficulté dans la serrure. La porte principale s'est ouverte avec un long grincement, libérant une bouffée d'air vicié qui sentait l'humidité et des années d'enfermement. J'ai allumé la lampe de mon téléphone. Il n'y avait pas d'électricité et je suis entré. L'intérieur était sombre malgré le fait qu'il soit midi.
La peu de lumière qui filtrait par les fentes des volets révélait des meubles recouverts de draps blancs, comme des fantômes immobiles. La poussière flottait dans les rayons de lumière, dense comme un brouillard. Mes pas sur le sol en carreaux rouges résonnaient étrangement, comme si la maison était plus grande qu'elle ne paraissait de l'extérieur. Je parcourus les pièces lentement. Le salon avec sa cheminée en pierre, la salle à manger avec une longue table en bois sombre, la cuisine avec son vieux poêle à bois. Tout était exactement comme je m'en souvenais enfant, figé dans le temps. Sur les murs pendaient des photographies dans des cadres rouillés, ma grand-mère jeune, mon grand-père qui est mort avant ma naissance, ma mère enfant avec des nattes, des photographies de saints et de vierges. Je suis monté au 2e étage par un escalier en bois qui craquait sous mon poids. Il y avait 4 chambres. 3 étaient presque vides, avec à peine un lit et une armoire. La chambre, au bout du couloir, était clairement celle que ma grand-mère avait utilisée jusqu'à la fin. Son odeur y restait, un mélange de lavande, de bougies, et cette odeur indéfinissable de la vieillesse. Je me suis assis au bord de son lit, ressentant le poids de la tristesse pour la première fois depuis sa mort. J'avais été si occupé avec les démarches et le travail que je ne m'étais pas vraiment permis de traiter la perte. Mais là, dans sa chambre, entourée de ses affaires, cela m'a finalement frappé. Elle n'était plus là. Je ne la reverrai jamais. Je ne sais pas combien de temps je suis resté assis là. Le soleil commençait à se coucher quand je me suis finalement levé, et j'ai décidé qu'il était temps d'aller au village chercher un endroit où rester. Il n'y avait aucune chance que je passe la nuit dans cette maison sans électricité ni eau courante. Demain, je reviendrai à la lumière du jour pour commencer à tout ranger. Mais quand je suis descendu les escaliers, quelque chose m'a fait m'arrêter. Un bruit. Léger, presque imperceptible, mais définitivement là, comme des pas traînants au rez-de-chaussée. Je suis resté immobile au milieu des escaliers, retenant ma respiration, tendant l'oreille. Silence. Je me suis moqué nerveusement de moi-même. C'était probablement un animal qui était entré dans la maison pendant les mois où elle était abandonnée. Des rats, peut-être. Ou le vent déplaçant quelque chose. J'ai continué à descendre, mais mes sens étaient maintenant en alerte maximale. Le salon avait l'air différent, plus sombre, bien que la lumière n'ait pas changé. Les draps sur les meubles semblèrent des formes plus sinistres dans la pénombre croissante. Je me suis précipité vers la porte de sortie, soudainement anxieux de quitter cet endroit. C'est alors que je l'ai vu, sur la table de la salle à manger qui jurait être vide quand je suis passé par là il y a un moment, il y avait quelque chose. Je me suis approché lentement, le cœur s'accélérant. C'était un petit objet, enveloppé dans un chiffon rouge. Je l'ai pris avec des mains tremblantes et je l'ai déballé. Une poupée. Ou plutôt une figure grossière faite à la main avec du tissu et remplie de quelque chose qui craquait au toucher. Elle mesurait environ 20 cm de haut, avec des bras et des jambes en tissu, et le plus perturbant, des cheveux humains cousus à une tête sans visage. Des cheveux longs, noirs, que j'ai immédiatement reconnus. Ils étaient identiques aux miens. L'objet est tombé de mes mains comme s'il brûlait. Mon esprit rationnel cherchait des explications. Peut-être était-ce quelque chose que ma grand-mère avait fait des années auparavant, un vieux jouet. Mais pourquoi était-il sur la table? Pourquoi ne l'avais-je pas vu avant? Et alors j'ai entendu la voix. C'était à peine un murmure, si bas que j'ai d'abord pensé que je l'avais imaginé. Mais ensuite, c'est revenu, plus clair cette fois. Une voix de femme, âgée, qui venait de quelque part au fond de la maison. Carlos, mon nom. Quelqu'un avait murmuré mon nom. Je suis sorti en courant. Je n'ai pas honte de l'admettre. J'ai quitté cette maison comme si le diable me poursuivait, trébuchant sur mes propres pieds, sans regarder en arrière jusqu'à être dans ma voiture avec les portes fermées. J'ai démarré le moteur avec des mains tremblantes et j'ai conduit de retour au village sans me soucier des nids de poules sur la route. J'ai trouvé une petite auberge près de la place. La propriétaire, une femme d'environ 60 ans nommée Lucia, m'a regardé avec curiosité quand elle m'a vu arriver si agitée. Je lui ai dit que j'avais besoin d'une chambre, et elle a hoché la tête sans poser de questions, bien que ses yeux révélaient qu'elle savait plus qu'elle ne le disait. Cette nuit-là, allongé sur le lit de l'auberge, j'ai essayé de me convaincre que tout n'était que le produit de mon imagination. Le stress du deuil, la fatigue du voyage, la suggestion d'être dans une vieille maison abandonnée. Demain, je reviendrai à la lumière du jour, et tout aurait du sens. Mais je ne pouvais pas me sortir de la tête cette poupée, et cette voix. Mon nom murmuré dans le vide. Le lendemain matin, après un petit déjeuner dans la salle à manger de l'auberge, Lucia s'est assise en face de moi avec une tasse de café. « Tu es allé chez Doña Esperanza » a-t-elle dit. Ce n'était pas une question.
J'ai hoché la tête, me demandant comment elle le savait. Petit village, ai-je supposé. Tout le monde sait tout. As-tu vu quelque chose d'étrange demanda-t-il d'un ton qui me donna des frissons. J'hésitais, mais quelque chose dans son regard me poussa à être honnête. Je lui racontais au sujet de la poupée, de la voix. J'espérais qu'il se moquerait, qu'il me dirait que j'étais fou. Mais au lieu de cela, son expression devint grave. Ta grand-mère, commença-t-il, choisissant ses mots avec soin, était une femme spéciale. Elle avait des dons que la plupart des gens ne comprenaient pas. Elle pouvait voir des choses, savoir des choses. Et elle pouvait aussi protéger. Protéger de quoi ? Demandai-je, bien qu'une partie de moi ne veuille pas connaître la réponse. Lucia regarda autour, comme si elle craignait que quelqu'un puisse écouter. La salle à manger était vide, sauf pour nous. Il y a quelque chose dans cette maison, Carlos. Quelque chose que ta grand-mère a gardé enfermé pendant de nombreuses années. Elle me l'a dit une fois, peu avant de tomber malade. Elle m'a dit que quand elle mourrait, la protection s'affaiblirait. Elle m'a dit... Elle fit une pause, ses yeux brillants de larmes non versées. Elle m'a dit que si quelqu'un de la famille revenait, il serait en danger. Je sentis un froid parcourir ma colonne vertébrale. Quel genre de danger ? Ta grand-mère ne m'a jamais donné de détails. Elle a juste dit qu'elle avait fait un pacte il y a longtemps, quand elle était jeune. Un pacte pour protéger sa famille, mais qui exigeait d'elle de garder quelque chose enfermé dans cette maison. Quelque chose qui ne pouvait pas être libéré. Je voulais rire. Je voulais lui dire que c'était ridicule, une superstition de village. Mais le souvenir de cette voix murmurant mon nom, de la poupée avec mes cheveux, me gardait silencieux. Que dois-je faire ? Demandai-je finalement. Vends la maison, fais-le rapidement et ne reviens jamais, oublie-la. Lucia se leva, mettant fin à la conversation. Avant de partir, elle ajouta « Ta grand-mère t'aimait, Carlos. C'est pourquoi elle t'a laissé la maison à toi et non à d'autres membres de la famille. Elle savait que tu pourrais gérer cela. Mais pour gérer quelque chose, tu dois d'abord comprendre ce que c'est. » Ces mots résonnaient dans mon esprit toute la journée. J'aurais dû l'écouter. J'aurais dû chercher un acheteur immédiatement et quitter ce village. Mais la curiosité, cette maudite curiosité qui fait la différence entre vivre en paix et détruire sa propre raison, m'a poussé à revenir à la maison. Cette fois, j'étais préparé. J'avais une puissante lampe de poche, mon téléphone chargé, et je suis arrivé tôt le matin quand le soleil était haut. J'avais aussi avec moi une certaine détermination. S'il y avait quelque chose dans cette maison, je devais le comprendre. Je devais savoir ce que ma grand-mère avait fait, ce qu'elle avait protégé pendant tant d'années. La maison semblait moins menaçante à la lumière du jour. Je suis entré d'un pas ferme, me dirigeant directement vers la salle à manger. La poupée n'était plus sur la table. Je l'ai cherchée partout, mais elle avait disparu. J'ai commencé une recherche systématique. J'ai vérifié chaque chambre, chaque placard, chaque recoin. Je cherchais des indices, quelque chose qui m'expliquerait ce qui se passait. Dans la chambre de ma grand-mère, j'ai trouvé une vieille boîte en bois cachée au fond de son placard. Elle était fermée par un cadenas rouillé que j'ai forcé avec un tournevis que j'ai trouvé dans la cuisine. À l'intérieur, il y avait de vieux papiers, des photographies jaunies et un carnet à couverture noire avec des pages usées. Je l'ai ouvert avec des mains tremblantes. C'étaient des journaux, les journaux de ma grand-mère, écrits sur plusieurs décennies. J'ai commencé à lire, d'abord par curiosité, puis avec une horreur croissante. Les premières entrées dataient de 1952, lorsque ma grand-mère n'avait que 18 ans. Elle parlait d'un homme qu'elle avait aimé, Thomas, qui était mort dans un accident. Elle parlait de son désespoir, de son refus d'accepter la perte. Et ensuite, elle parlait d'une femme. Aujourd'hui, j'ai rencontré la dame de la montagne, écrivait-elle d'une écriture tremblante. On dit qu'elle peut ramener les morts, qu'elle connaît des secrets que l'Église condamne. On dit qu'elle vit dans une grotte au fond de la forêt et qu'elle n'apparaît que lorsque quelqu'un a désespérément besoin d'elle. Et j'ai besoin d'elle, j'ai besoin de Thomas. Les entrées suivantes relatèrent sa quête de cette femme mystérieuse. Comment elle l'a finalement trouvée dans une grotte sombre, à peine éclairée par des bougies noires. Comment la dame de la montagne, une vieille femme aux yeux complètement blancs et un sourire qui glaçait l'âme, lui a proposé un marché. « Je peux ramener Thomas », avait dit la sorcière, « mais tout a un prix. L'équilibre doit être maintenu. Une vie pour une vie, mais pas n'importe quelle vie. La vie de quelqu'un de ton sang, quelqu'un qui n'est pas encore né mais qui naîtra. Le premier-né de ton premier-né. » Ma grand-mère avait accepté. Mon Dieu, elle avait accepté dans son désespoir juvénile.
Mais quand Thomas est revenu, ou ce qui était revenu en utilisant le corps de Thomas, elle s'est rendue compte de l'énorme erreur qu'elle avait commise. Ce qui était revenu n'était pas son amour, c'était quelque chose d'autre, quelque chose de affamé et sombre qui la regardait avec des yeux vides. « Je ne peux pas le défaire », écrivait-elle des jours plus tard. La dame de la montagne rit quand je lui demande de rompre le pacte. Elle dit qu'un accord est un accord, mais elle me propose une autre option. Je peux l'emprisonner, je peux le garder lié à cette maison, utilisant ma propre force vitale comme ancre. Tant que je vivrai, tant que mon sang alimentera la protection, il ne pourra pas tenir le pacte. Il ne pourra pas prendre ce qui lui a été promis. Et c'est ce qu'elle a fait. Pendant plus de 60 ans, ma grand-mère a gardé cette chose, ce nom Thomas, piégé dans la maison. Elle a utilisé des rituels qu'elle a appris de la même sorcière, des symboles qu'elle a peints sur les murs sous des couches de chaux, des objets protecteurs cachés dans les fondations. Elle y a vécu toute sa vie, seule après la mort de mon grand-père, portant le poids de son erreur juvénile pour protéger sa famille. Mais maintenant elle était morte, et la protection s'affaiblissait. J'ai fermé le journal avec des mains tremblantes. Mon esprit luttait pour traiter ce que je venais de lire. Était-ce réel? Ou n'était-ce que des délires d'une vieille femme? Mais alors je me suis rappelé la poupée, la voix, l'avertissement de Lucia, et je me souvins de quelque chose d'autre. Quelque chose qui me glaça le sang. J'étais le premier-né du premier-né. Ma mère avait été la première fille de ma grand-mère. J'étais son premier fils. L'alliance parlait de moi. Un craquement au-dessus de ma tête me fit lever brusquement les yeux. Le plafond en bois gémissait comme si quelque chose de lourd marchait à l'étage supérieur. Des pas lents, traînants, se dirigeant vers l'escalier. Je me levai d'un coup, le journal tombant au sol. Je devais sortir. Je devais sortir maintenant. Mais quand je me tournai vers la porte, je m'arrêtai net. Il y avait quelque chose au pied de l'escalier. Une silhouette sombre, floue, dans la pénombre. Elle avait une forme humaine, mais quelque chose dans ses proportions n'allait pas. Trop grand, trop maigre, avec des membres qui pendaient de manière antinaturelle. Et puis elle parla, avec la voix de ma grand-mère. « Carlos, mon enfant, tu es venu, tu es enfin venu. » Ce n'était pas elle. Je savais que ce n'était pas elle. Mais le son de sa voix, si familier, si aimé, faillit me briser. Elle m'a gardé piégé si longtemps, continua la chose avec la voix de ma grand-mère. Tant de souffrance, tant de douleur. Mais maintenant elle est libre. Maintenant je peux accomplir ce qui m'a été promis. Je peux enfin récupérer ce qui m'est dû. Va-t'en, réussis-je à dire, bien que ma voix sonnait faible même à mes propres oreilles. Je ne te laisserai rien prendre. La silhouette ria. C'était un rire horrible, comme le son d'os qui se brise. Tu n'as pas le choix, enfant. Le pacte est scellé avec du sang. Ton sang. Tu es à moi depuis avant ta naissance. Tu l'as toujours été. La chose commença à se déplacer vers moi, ses mouvements spasmodiques, peu naturels. Je reculais, mon dos heurtant le mur. Mes yeux cherchaient désespérément une issue, mais la seule porte était bloquée par cette présence. Alors je me souvins de quelque chose dans le journal, quelque chose sur des symboles protecteurs. Ma grand-mère les avait peints sur les murs, sous des couches de chaux. Était-il encore là? Avait-il encore du pouvoir? Ma main a tâtonné le mur derrière moi. J'ai senti des irrégularités à la surface, des endroits où le nouveau plâtre n'avait pas complètement recouvert ce qu'il y avait en dessous. J'ai gratté avec mes ongles, désespéré, arrachant des morceaux de peinture. La chose cria, un son horrible, inhumain, qui fit vibrer les fenêtres. Elle vacilla en arrière, comme si ce que je faisais lui causait une douleur physique. « Non !» rugit-elle, sans tenter d'imiter la voix de ma grand-mère. « C'est à moi, on me l'a promis !» Je continuais à gratter, révélant davantage le symbole caché. C'était une sorte d'étoile dans un cercle, avec des lettres que je ne reconnaissais pas écrites autour. Plus je le découvrais, plus l'entité semblait s'affaiblir. Mais alors elle se ressaisit. Elle se redressa, grandissant d'une certaine manière, devenant plus solide, plus réelle. Ses yeux, je pouvais maintenant les voir clairement, étaient des puits d'obscurité absolue. « Tu es intelligent », siffla-t-elle, comme elle. Mais ce n'est pas suffisant. Les symboles l'ont protégée parce qu'elle était celle qui a fait le pacte. Mais toi, tu fais partie du paiement. Ils ne te protégeront pas. Rien ne peut te protéger de moi. J'avais raison.
Je l'ai su à ce moment-là avec une terrible clarté. Les symboles pouvaient l'affaiblir, le ralentir, mais ils ne pouvaient pas l'empêcher de prendre ce qu'il considérait comme son droit. L'entité avança à nouveau, et cette fois, elle ne recula pas devant les symboles. Je pouvais sentir sa présence comme un froid antinaturel qui pénétrait jusqu'aux os. L'air lui-même semblait s'épaissir, rendant la respiration difficile. « Ce sera rapide », murmura-t-elle, maintenant si près que je pouvais sentir son haleine, une odeur de terre mouillée et de décomposition. « Tu ne souffriras pas. Juste, laisse-toi aller. Accepte l'inévitable. » Une de ses mains, était-ce des mains, s'étendit vers mon visage. Je fermai les yeux, mon esprit courant désespérément à la recherche d'une issue que je savais inexistante. Alors, un cri, mais pas le mien, de la chose, un cri de surprise et de douleur. J'ouvris les yeux. L'entité s'était retirée, se tordant, et entre nous était apparu quelque chose de nouveau. Une lumière faible, presque imperceptible, mais qui semblait repousser la créature comme si c'était du feu vivant. La lumière prit progressivement forme, une forme humaine. Une vieille femme, transparente, à peine visible, mais indéniable. Ma grand-mère. Espérance, siffla la chose, sa voix chargée de haine. Tu es morte, tu ne peux plus m'arrêter. Non, répondit le spectre de ma grand-mère, sa voix résonnant de très loin mais claire. Je ne peux pas t'arrêter, mais je peux te donner ce que tu veux vraiment. L'entité resta immobile, prudente. Quoi? Tu me veux, Thomas. Tu m'as toujours voulu. C'est moi qui t'ai ramené, c'est moi qui t'ai enfermé. Ta colère, ta faim, c'était toujours à cause de moi, pas à cause de ma famille. Ma grand-mère se tourna vers moi, et ses yeux, Dieu, ses yeux avaient l'air si fatigués, me regardèrent avec un amour profond. Carlos, cours. Quand je te le dirai, cours, et ne regarde pas en arrière. Grand-mère, non. Ta vie pour la sienne, continua-t-elle, m'ignorant, s'adressant à la créature. Laisse-le partir et prends ce qu'il reste de mon esprit. Attache-moi à toi pour toujours. C'est ce que tu as toujours voulu, n'est-ce pas? M'avoir près de toi, pour toujours. La chose considéra cela, puis, lentement, hocha la tête. « Cours !» cria ma grand-mère. Je ne voulais pas. Je voulais rester, trouver une autre façon. Mais ses yeux me suppliaient, et j'ai compris. C'était sa dernière chance de réparer l'erreur qu'il avait commise des décennies auparavant. Sa dernière chance de nous sauver tous. Je courus. Derrière moi, j'entendis des sons qui me hantent encore dans mes cauchemars. Des cris, tant de la créature que de ma grand-mère. Le bruit de quelque chose qui se déchire. Un éclat de lumière si brillant qu'il illumina toute la maison pendant un instant. Et puis, le silence. Je ne m'arrêtai pas avant d'arriver à ma voiture. Je démarrai et conduisis sans regarder en arrière, mes yeux brûlants de larmes qui se permettaient enfin de couler. Je conduisis jusqu'à la ville. Un trajet de 6 heures que je fis en 4, sans m'arrêter une seule fois. C'était il y a 7 ans. Je ne suis jamais retourné à San Miguel del Monte. J'ai engagé une entreprise pour vendre la maison sans que j'aie à revenir. Elle a été achetée par un couple d'artistes de la ville qui voulaient un refuge dans les montagnes. J'espère qu'ils seront heureux là-bas. J'espère qu'ils ne trouveront jamais le journal de ma grand-mère caché sous les lattes du sol de leur chambre, où je l'ai laissé tomber en fuyant. Parfois, dans les nuits silencieuses, je crois entendre la voix de ma grand-mère, non pas murmurant mon nom avec menace, mais avec tendresse, comme quand j'étais enfant, me disant que tout va bien, que je peux me reposer, qu'elle m'aime. Je ne sais pas si son esprit a trouvé la paix, je ne sais pas si l'entité a été détruite ou simplement satisfaite. Je ne sais pas si ma grand-mère est piégée dans un horrible limbe, payant éternellement pour une erreur qu'elle a commise lorsqu'elle n'était qu'une enfant désespérée d'amour. Ce que je sais, c'est ceci, les pactes sont réels, les sorcières sont réelles, et l'amour d'une grand-mère est assez puissant pour défier même la mort elle-même. Chaque année, à l'anniversaire de sa mort, j'allume une bougie pour elle. Je ne prie pas, je ne sais plus à qui ou à quoi prier, mais je m'assois dans l'obscurité et je lui parle. Je lui raconte ma vie, les choses qu'elle manque. Je la remercie pour son sacrifice, même si elle ne peut pas m'entendre. Et parfois, juste parfois, la flamme de la bougie vacille d'une manière qui ne peut être expliquée par des courants d'air. Et j'aime penser que c'est elle, me disant qu'elle m'écoute, que malgré tout, elle prend encore soin de moi, comme elle l'a toujours fait, comme elle le fera toujours. Ainsi se termine l'histoire que Carlos m'a partagée. Il n'est pas retourné dans ce village, et il dit qu'il ne le fera jamais.
De temps en temps, il m'écrit pour me dire qu'il continue d'allumer ses bougies, maintenant vivante la mémoire de sa grand-mère. Si cette histoire t'a touché, ou si tu as déjà vécu quelque chose que tu ne peux pas expliquer, j'aimerais beaucoup le lire dans les commentaires. Parfois, partager ces expériences nous aide à comprendre que nous ne sommes pas seuls dans ce que nous avons vécu. Et si tu ne t'es pas encore abonné à la chaîne, je t'invite à le faire. Il y a beaucoup d'autres histoires qui attendent d'être racontées. Repose-toi bien ce soir, et on se retrouve la prochaine fois. Cette histoire me l'a envoyé Matteo, un garde forestier qui travaillait dans la cordillère patagonienne argentine. Il m'a contacté après avoir entendu plusieurs histoires sur la chaîne et m'a dit qu'il avait besoin de partager quelque chose qui lui était arrivé il y a 3 ans. Si vous avez aussi vécu des expériences étranges dans des endroits reculés, en forêt ou en montagne, où la nature semble avoir ses propres règles, laissez-le dans les commentaires. J'adore lire des rencontres dans des lieux isolés où l'inexplicable semble plus possible. Maintenant, laissez-moi vous emmener dans une forêt froide et silencieuse, dans le sud de l'Argentine, où Matteo a découvert que parfois le silence cache des choses qu'il vaut mieux ne pas réveiller. Je m'appelle Matteo et pendant 7 ans, j'ai été garde forestier dans le parc national Nahuel Huapi, en Patagonie argentine. C'est un travail solitaire, mais c'était précisément ce que j'aimais. Après des années à vivre à Cordoba, entouré de bruit et de gens, la solitude des montagnes me semblait un paradis. Le parc couvre plus de 700 000 hectares de forêts, de lacs et de montagnes. Mon secteur assigné était une zone particulièrement reculée à l'extrémité nord-ouest du parc, près de la frontière avec le Chili. Il y avait un poste de garde-parc là-haut, une cabane en bois de 2 pièces avec des panneaux solaires, un poêle à bois et une radio à ondes courtes pour les urgences. Le village le plus proche était à 4 heures, en camionnette, sur des routes de terre. Je passais 2 semaines consécutives dans la cabane, seul, à surveiller les sentiers, à prévenir les incendies, à enregistrer la faune. Ensuite, j'avais 1 semaine de repos à Bariloche avant de repartir. C'était une existence simple, cela me plaisait. Tout cela a changé en mai 2021. C'était mon 6e jour de service. C'était lundi, et tout s'était déroulé normalement. Les températures étaient déjà basses, proches de 0 pendant la journée et en dessous de 0 la nuit. Les forêts de Quahu et de Lenga étaient nues, leurs branches squelettiques contre le ciel gris. La neige avait commencé à tomber par intermittence. Jeudi après-midi, j'ai décidé de faire une inspection d'un sentier que je n'avais pas vérifié depuis des mois. Il s'appelait Sentier du Cañadón Oscuro, un nom que les locaux lui avaient donné il y a des décennies. C'était un sentier de 8 km qui serpentait à travers une vallée étroite entre 2 montagnes, où le soleil n'atteignait presque jamais, même en été. Personne n'utilisait ce sentier. Il était trop éloigné des routes touristiques et ne menait à aucun point de vue spectaculaire ni à un lac pittoresque. C'était simplement une forêt dense, silencieuse et froide. Mais c'était ma responsabilité de le vérifier périodiquement. Je suis sorti de la cabane vers 2 heures de l'après-midi, avec suffisamment de lumière du jour pour y aller et revenir avant la tombée de la nuit. J'avais mon sac à dos avec l'essentiel. De l'eau, de la nourriture, une lampe de poche, un couteau, une radio, une trousse de premier secours. Et mon fusil, que je portais toujours au cas où je rencontrerais un puma ou un sanglier agressif. Le sentier commençait juste derrière la cabane et descendait progressivement vers le canyon. Les premiers kilomètres furent tranquilles. Seul le bruit de mes bottes sur les feuilles mortes et le cri occasionnel d'un oiseau se faisaient entendre. L'air était immobile, comme si la forêt retenait son souffle. Après 1 heure de marche, le sentier s'enfonçait dans la partie la plus profonde du canyon. Les montagnes de chaque côté s'élevaient abruptement, bloquant la lumière. Même en plein après-midi, là-bas en contrebas, il semblait faire nuit. Les ombres étaient longues et épaisses. C'est alors que je remarquai le silence. Pas le silence habituel de la forêt. Ce silence vivant, rempli de petits bruits, feuilles qui bougent, branches qui craquent, petits animaux qui se déplacent dans la végétation. C'était différent. C'était un silence absolu, total, comme si tous les êtres vivants à des kilomètres à la ronde avaient disparu ou étaient cachés. Je m'arrêtais, je regardais autour de moi. Rien ne bougeait. Pas une feuille, pas un insecte, rien. Et alors je l'ai entendu, très doucement au début, presque imperceptible. Un murmure. Non, ce n'était pas un murmure. C'étaient des murmures.
Plusieurs voix, très basses, parlant toutes en même temps. Je ne pouvais pas distinguer les mots, juste le murmure constant de voix superposées. Je regardais vers les arbres, essayant d'identifier la source. Des touristes perdus, des randonneurs sur un autre sentier proche, mais il n'y avait pas d'autres sentiers à proximité, et les voix ne venaient d'aucune direction spécifique. Elles semblaient me venir de partout et de nulle part en même temps. « Bonjour » appelai-je. « Y a-t-il quelqu'un » Les voix se sont arrêtées immédiatement. Le silence qui a suivi était encore plus oppressant. J'ai attendu. 30 secondes. 1 minute. Rien. C'était probablement le vent, pensais-je, bien qu'il n'y eût rien de vent. Les arbres étaient complètement immobiles. Je continuais à marcher, mais maintenant j'étais sur mes gardes. J'avais la main près de la radio, prête à demander du secours si nécessaire. 15 minutes plus tard, les voix sont revenues, plus fortes cette fois. Et maintenant, je pouvais distinguer quelque chose de plus. Elles ne murmuraient pas seulement. Certaines pleuraient, des sanglots doux, étouffés, mêlés au murmure. Les poils de ma nuque se sont hérissés. J'ai dégainé mon fusil, plus par instinct que par logique. Que pouvais-je leur tirer dessus? Des voix? Qui est là? Ai-je crié avec plus de fermeté. Identifiez-vous. Cette fois, les voix ne se sont pas arrêtées. Au contraire, elles sont devenues plus intenses. Et alors, pour mon horreur absolue, j'ai entendu quelque chose qui a glacé mon sang. J'ai entendu mon nom. Matteo. Matteo. Ce n'était pas une voix. C'étaient plusieurs, toutes chuchotant mon nom à l'unisson. Certaines sur un ton suppliant, d'autres sur un ton accusateur, d'autres simplement vide. Je suis reculé d'un pas. Le fusil tremblait dans mes mains. Qui diable est là? Matteo, viens. Matteo, aide-nous. Matteo. Les voix semblaient maintenant bouger, s'approchant, m'entourant. Je pouvais les entendre à ma droite, à ma gauche, derrière moi, partout. J'ai décidé de faire demi-tour. Ce n'était pas normal. Je devais sortir d'ici. Je pourrais revenir avec des renforts, avec des explications logiques. Mais maintenant, je voulais juste partir. Je me suis mis à marcher rapidement dans le sens inverse. Les voix me suivaient. Ne pars pas. Matteo, ne pars pas. Nous avons besoin de toi. S'il te plaît. J'ai accéléré le pas. Les voix sont devenues plus urgentes, plus désespérées. Non, Matteo, reste, écoute-nous. S'il te plaît. J'ai commencé à courir. Mes bottes frappèrent le sentier avec force. Ma respiration était lourde, formant des nuages dans l'air froid. Le fusil rebondissait contre mon dos. Et alors, quelque chose m'a fait trébucher. Ce n'était pas une racine, ce n'était pas une pierre. C'était comme si quelque chose, une main invisible, me saisissait la cheville et tirait. Je suis tombé violemment, frappant le sol avec force. Le fusil a glissé plusieurs mètres sur le sentier. Les voix ont éclaté en volume. Elles ne murmuraient plus. Elles criaient « Matteo! Matteo! Matteo !» Je me suis traîné vers mon fusil, désespéré. Mes doigts l'ont atteint juste au moment où j'ai ressenti quelque chose de plus, un froid intense dans ma jambe, là où quelque chose m'avait attrapé. Ce n'était pas le froid du climat, c'était un froid qui pénétrait jusqu'aux os, qui faisait mal d'une manière que le froid normal ne fait pas. J'ai saisi le fusil, je me suis retourné et j'ai pointé vers rien. Il n'y avait rien de visible là-bas, juste la forêt vide, juste les arbres immobiles, juste les ombres profondes. Mais les voix continuaient, et maintenant, je pouvais entendre les mots plus clairement. Ils nous ont laissés, ils nous ont oubliés. Aide-nous, trouve-nous, s'il te plaît. Ne nous laisse pas ici. Je me suis levé, ignorant la douleur dans ma jambe. J'ai commencé à courir à nouveau. Cette fois, je ne me suis pas arrêté. J'ai couru pendant ce qui a semblé une éternité, avec les voix me poursuivant, criant, suppliant, accusant. Seulement lorsque je suis enfin sorti du ravin, lorsque le sentier a commencé à monter et que la lumière du jour, le peu qui restait, est devenue plus présente, les voix ont commencé à s'estomper. Elles sont devenues plus faibles, plus lointaines, jusqu'à ce qu'enfin, il ne reste plus que le silence normal de la forêt, le craquement des branches, le vent doux, le son de ma propre respiration haletante. Je suis arrivé à la cabane lorsque le soleil se couchait. Je suis entré, j'ai verrouillé la porte, ce que je ne faisais jamais, et je me suis effondré dans une chaise, tremblant. Qu'était-ce que cela? Une hallucination? Un manque d'oxygène dû à l'altitude? Un gaz naturel du sol provoquant des hallucinations auditives? J'ai essayé de trouver des explications rationnelles,
mais aucune ne pouvait expliquer comment les voix connaissaient mon nom, comment elles m'avaient attrapé, comment le froid dans ma jambe persistait encore, des heures plus tard. Cette nuit-là, je n'ai pas dormi. Je suis resté assis près du poêle, avec le fusil sur mes genoux, écoutant les sons de la forêt nocturne. Chaque craquement me faisait sursauter. Chaque ombre que je voyais par la fenêtre me faisait sauter. Le lendemain matin, j'ai décidé d'enquêter. J'ai utilisé la radio pour contacter le bureau principal du parc à Bariloche. J'ai demandé des informations sur l'histoire du Cañadón Oscuro, s'il y avait une histoire associée à cet endroit. La réponse que j'ai reçue m'a glacé le sang. « Pourquoi poses-tu des questions sur le Cañadón ?» dit Ramiro, mon superviseur. « Juste par curiosité. Y a-t-il quelque chose que je devrais savoir ?» Il y eut une longue pause. « Écoute, Matteo, officiellement, il n'y a rien. Mais officieusement, cet endroit a une histoire horrible. Il m'a raconté qu'au cours des années 1970, pendant la dernière dictature militaire en Argentine, le Cañadón Oscuro avait été utilisé comme lieu de disparition. C'était éloigné, inaccessible, parfait pour faire disparaître des personnes sans que personne ne le sache. Parce que ce ne sont que des histoires, Matteo. Nous ne pouvons pas prendre de décisions de personnel basées sur des superstitions. Et ce sentier doit être surveillé comme n'importe quel autre. Après avoir raccroché la radio, je suis resté assis, en train de traiter l'information. 20 personnes, 20 voix, toutes criant à l'aide, toutes oubliées, toutes voulant être retrouvées. Je savais ce que je devais faire. J'ai passé les jours suivants à me préparer. J'ai approfondi mes recherches. J'ai contacté des organisations de défense des droits de l'homme. J'ai parlé avec des historiens locaux. J'ai rassemblé toutes les informations possibles sur les disparitions dans cette région. Et puis, une semaine plus tard, je suis retourné au Cañadón Oscuro. Cette fois, je n'y suis pas allé seul. J'ai emmené avec moi une équipe d'anthropologues légistes de Buenos Aires, spécialistes dans la recherche des restes de disparus de la dictature. Je leur avais tout raconté. Mes expériences, les voix, l'histoire du lieu. Certains m'ont regardé avec scepticisme, d'autres avec compassion. Mais tous ont convenu que cela valait la peine d'enquêter. Nous sommes entrés dans le ravin tôt le matin. Cette fois, avec la lumière du jour complète et en groupe, l'endroit semblait moins menaçant. Mais le silence était toujours là, ce silence antinaturel. Nous utilisons des chiens entraînés pour détecter des restes humains et un géoradar portable pour scanner le sol. 3 heures après le début de la recherche, l'un des chiens a commencé à aboyer frénétiquement dans une zone dense de la forêt, à environ 50 mètres du sentier. L'équipe a commencé à creuser avec précaution. Ils ont trouvé des os, beaucoup d'os. Au cours des 2 semaines suivantes, l'équipe médico-légale a excavé méticuleusement la zone. Ils ont trouvé les restes de 18 personnes, hommes et femmes, certains très jeunes, enterrés dans des fosses peu profondes, exactement comme Ramiro l'avait dit. Chacun a été exhumé avec soin, documenté, préparé pour une identification par ADN. Après plus de 40 ans, certaines familles auraient enfin des réponses. Certains disparus seraient enfin identifiés et recevraient des funérailles dignes. Le lendemain matin, j'ai décidé d'enquêter. J'ai utilisé la radio pour contacter le bureau principal du parc à Bariloche. J'ai demandé des informations sur l'histoire du Cañadón Oscuro, s'il y avait une histoire associée à cet endroit. La réponse que j'ai reçue m'a glacé d'effroi. « Pourquoi tu demandes des infos sur le Cañadón ?» dit Ramiro, mon superviseur. « Juste par curiosité. Y a-t-il quelque chose que je devrais savoir ?» Il y eut une longue pause. « Écoute, Matteo, officiellement il n'y a rien. Mais officieusement, cet endroit a une histoire sombre. Il m'a raconté qu'au cours des années 1970, pendant la dernière dictature militaire en Argentine, le Cañadón Oscuro avait été utilisé comme lieu de disparition. C'était isolé, inaccessible, parfait pour faire disparaître des personnes sans que personne ne le sache. On estimait qu'au moins 20 personnes, activistes politiques, étudiants, enseignants, avaient été emmenés dans cette gorge et exécutés sur place. Leurs corps n'ont jamais été retrouvés, probablement enterrés dans des fosses peu profondes quelque part dans la forêt, cachés sous des décennies de feuilles mortes et de végétation. Les gardes forestiers les plus âgés disent que ce sentier est maudit, poursuivit Ramiro, que les esprits des disparus y sont encore, cherchant à être trouvés. Mais ce ne sont que des superstitions, tu comprends? Rien d'officiel. Est-ce que quelqu'un m'a déjà signalé des choses étranges là-bas?
Une autre pause. Certains ont rapporté entendre des voix, ressentir des présences. Un garde forestier dans les années 90 a dit que quelque chose l'avait attaqué sur ce sentier. Il a été retrouvé inconscient avec des marques sur les bras, comme si quelqu'un l'avait saisi fermement. Mais il était seul. Il n'y avait personne d'autre à des kilomètres. J'ai regardé ma propre jambe. J'avais encore des ecchymoses là où quelque chose m'avait attrapé la veille. Des ecchymoses en forme de doigt. Pourquoi personne ne m'a averti de cela avant de m'assigner ce secteur? Ai-je demandé en essayant de contrôler ma voix. La nuit après avoir terminé l'exhumation, je suis resté dans la cabane. J'étais épuisé physiquement et émotionnellement. Mais je sentais que je devais faire quelque chose de plus. Je suis retourné au Cañadón Oscuro, seul, au coucher du soleil. C'était probablement imprudent, mais je sentais que je devais le faire. Je suis arrivé à l'endroit où ils avaient creusé. Maintenant, il y avait des marqueurs, du ruban de police jaune, des signaux d'activité récente. Je me suis arrêté là, dans le silence de la forêt. Nous les avons trouvés, ai-je dit à voix haute. Ils ne sont plus seuls, ils ne sont plus oubliés. Maintenant, leurs familles sauront ce qui leur est arrivé. Maintenant, ils peuvent reposer en paix. J'ai attendu. La forêt était complètement silencieuse, mais c'était un silence différent, pas le silence oppressant d'avant. C'était paisible, comme si la forêt pouvait enfin respirer. Je n'ai pas entendu de voix, je n'ai pas ressenti de froid anormal. Juste le vent doux faisant bouger les branches, le chant lointain d'un oiseau, le craquement normal de la vie dans la forêt. Je suis resté là pendant 1 heure, simplement assis par terre, laissant la paix du moment m'envahir. Quand je me suis finalement levé pour partir, j'ai ressenti quelque chose d'étrange. Une sensation de chaleur dans la poitrine, malgré le froid de la nuit. Et je pourrais jurer avoir entendu un murmure, si doux qu'il aurait pu être le vent. Merci. J'ai travaillé encore 6 mois comme garde forestier après cela. Je suis retourné plusieurs fois au Cañadón Oscuro. Je n'ai plus jamais entendu les voix. L'endroit semblait différent maintenant. Il était toujours solitaire, toujours sombre, mais la présence troublante avait disparu. Finalement, j'ai quitté mon emploi. Pas par peur, mais parce que je sentais que j'avais accompli quelque chose d'important là-bas. J'avais entendu quand d'autres n'ont pas entendu. J'avais aidé quand d'autres ont passé leur chemin. Maintenant, je vis à Bariloche. Je travaille comme guide touristique. Vie normale. Mais je porte toujours cette expérience en moi. Le souvenir de ces voix et la leçon que j'ai apprise. Parfois, les morts ont besoin des vivants. Pas pour leur faire peur, pas pour leur faire du mal, mais simplement pour être rappelés, pour être trouvés, pour que quelqu'un écoute enfin leur histoire. Le Cañadón Oscuro n'est plus un lieu maudit, c'est un lieu de mémoire. Et les voix qui criaient autrefois dans le désespoir reposent maintenant en paix. Du moins, c'est ce que je veux croire. Et avec cela se termine l'histoire que Matteo a partagée avec moi. Il m'a dit que c'était l'une des expériences les plus terrifiantes de sa vie, mais aussi la plus significative. 18 familles ont finalement obtenu des réponses grâce à ce qu'il a vécu. Si tu as déjà vécu quelque chose d'inexplicable qui a fini par avoir un but plus grand, ou si tu as ta propre histoire sur des lieux de mémoire, j'aimerais beaucoup la lire dans les commentaires. Parfois, le paranormal et le réel s'entrelacent de manière que nous n'attendons pas. Merci d'avoir écouté jusqu'à la fin. Prends soin de toi et repose-toi bien. On se voit dans la prochaine histoire. J'ai reçu ce témoignage d'une abonnée nommée Valeria qui vit à Medellín, en Colombie. Ce qu'elle m'a raconté sur les premiers mois de vie de sa fille m'a profondément troublé, car cela ressemble exactement à quelque chose qui pourrait arriver à n'importe quelle jeune famille. Si vous êtes père ou mère et que vous avez remarqué des choses étranges sur le moniteur de votre bébé, des choses qui ne peuvent pas s'expliquer facilement, laissez un commentaire. Avant de commencer, si ces histoires vous captivent et que vous souhaitez plus de contenu comme celui-ci, abonnez-vous à la chaîne. Nous publions de nouvelles histoires chaque semaine. Voici maintenant l'histoire de Valeria et ce qu'elle a découvert en visitant la chambre de sa fille chaque nuit. Je m'appelle Valeria, j'ai 31 ans et je dois raconter cela parce que je le garde depuis 2 ans et je sens que cela me consume de l'intérieur. Mon mari Andrés et moi n'en parlons pas. Nous faisons simplement semblant que cela n'est jamais arrivé, mais ça a eu lieu.
Et si je ne le raconte pas, je pense que je vais devenir folle. Tout a commencé en mars 2022. Notre fille Emma venait de naître. C'était notre premier bébé et comme tout parent débutant, nous avions peur de faire une erreur. Nous avons lu tous les livres, pris tous les cours, acheté tout ce que l'on disait nécessaire. Une de ces choses était un moniteur pour bébé de dernière génération. Ce n'était pas un de ces anciens moniteurs qui ne transmettent que le son. Celui-ci avait une caméra haute définition, vision nocturne, capteur de température, détecteur de mouvement, et vous pouviez le voir depuis votre téléphone via une application. Il a coûté près d'1 million de pesos, mais nous voulions ce qu'il y avait de mieux pour Emma. Nous avons installé la caméra dans le coin de sa chambre, pointant directement vers son berceau. L'image était cristalline, même dans l'obscurité totale. On pouvait voir chaque détail, son petit visage, ses petites mains, et même compter ses respirations. Les premières semaines ont été épuisantes, comme c'est le cas pour tout nouveau parent. Emma pleurait toutes les 2 ou 3 heures. Elle avait besoin d'être nourrie, changée, consolée. Andrés et moi prenions le relais. Il travaillait pendant la journée, donc je m'occupais principalement des nuits. Je vérifiais constamment le moniteur, même quand elle dormait, juste pour m'assurer qu'elle allait bien, qu'elle respirait, qu'elle était en sécurité. Mais vers la 3e semaine, j'ai commencé à remarquer quelque chose d'étrange. L'application du moniteur avait une fonction d'enregistrement. Elle enregistrait des clips vidéo chaque fois qu'elle détectait du mouvement ou du son. Je regardais ces clips chaque matin, juste pour voir comment Emma avait dormi pendant les périodes où moi aussi je dormais. Une matinée, en revoyant les clips de la veille, j'ai vu quelque chose qui m'a fait arrêter. Il était 3h17 du matin. Emma dormait dans son berceau. Tout était normal. Mais dans le coin de la vidéo, près de la porte de la chambre, il y avait une ombre. Ce n'était pas une ombre normale causée par la lumière nocturne ou par des objets dans la pièce. C'était une ombre avec une forme. La forme d'une personne debout. J'ai mis la vidéo en pause et agrandi l'image. La qualité est un peu pixelisée, mais cela ressemblait définitivement à la silhouette de quelqu'un. Grand, mince, debout, complètement immobile, près de la porte. Ma première pensée a été qu'il s'agissait d'Andrés. Peut-être était-il entré pour vérifier Emma et je ne l'avais pas entendu. « Amour, tu es entré dans la chambre d'Emma hier soir vers 3 heures ?» lui ai-je demandé pendant le petit déjeuner. « Non, j'ai dormi toute la nuit. » C'était l'une des rares nuits où Emma n'a pas pleuré. Pourquoi ? Je pense que le moniteur a capté quelque chose d'étrange. Probablement juste une ombre étrange ou un reflet. Andrés a vérifié la vidéo. C'est rare, admis, mais c'est probablement simplement la façon dont la lumière nocturne projette des ombres. Ou peut-être que le capteur de la caméra a mal capté quelque chose. Ces caméras ont parfois des défauts. Cela avait du sens. J'ai décidé de ne pas m'inquiéter. Mais l'ombre est réapparue la nuit suivante. Même endroit, même heure. 3h17 du matin. Et la nuit d'après, et celle d'encore après. Chaque nuit, à exactement 3h17 du matin, l'ombre apparaissait dans le coin de la vidéo. Toujours au même endroit. Toujours avec la même forme. Toujours complètement immobile. Emma ne semblait jamais perturbée par cela. Elle dormait paisiblement. Elle ne pleurait pas. Elle ne bougeait pas. Elle dormait simplement pendant que cette ombre était là. Après une semaine à voir cela toutes les nuits, j'ai montré à Andrés tous les clips. Regarde, ce n'est pas juste une nuit, c'est toutes les nuits, exactement à la même heure. Comment expliques-tu cela ? Andrés fronça les sourcils. Je ne sais pas. Peut-être qu'il y a quelque chose dans la pièce qui bouge avec l'air du ventilateur à cette heure-là. Ou peut-être que c'est un défaut du logiciel qui insère la même anomalie à la même heure. Nous devrions contacter le fabricant. Mais je savais que ce n'était pas ça. Il y avait quelque chose de différent dans cette ombre. La façon dont elle apparaissait si parfaitement formée. La façon dont elle semblait regarder directement le berceau. Cette nuit-là, j'ai décidé de rester éveillé et de surveiller le moniteur en temps réel. Je voulais voir si l'ombre apparaissait quand je regardais activement, pas seulement dans les enregistrements. Je me suis assise sur mon lit, le téléphone à la main, regardant la transmission en direct du moniteur. Andrés dormait à mes côtés. Il était 3 heures du matin, 3h10. Emma dormait paisiblement. La chambre était vide à l'exception d'elle. 3h15.
Tout était pareil. J'ai commencé à penser que peut-être Andrés avait raison. Peut-être que c'était juste un problème de logiciel qui n'affectait que les enregistrements. 3h17, l'ombre est apparue, pas progressivement. Elle ne s'est pas formée lentement, elle était simplement là soudainement. Une seconde, le coin était vide. La suivante, une silhouette sombre se tenait là. Mon cœur a commencé à battre sauvagement. J'ai regardé l'écran avec de grands yeux. La silhouette ne bougeait pas. Elle était juste là, debout, comme une statue sombre. Et alors, elle a fait quelque chose qui a glacé mon sang. La silhouette a tourné sa tête, lentement, et a regardé directement la caméra. Elle n'avait pas de visage. Elle n'avait pas de traits. C'était juste une silhouette sombre. Mais d'une manière impossible à expliquer, j'ai su qu'elle me regardait, à travers la caméra, à travers le téléphone, directement vers moi. J'ai poussé un cri étouffé et j'ai laissé tomber le téléphone. Andrés s'est réveillé immédiatement. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui s'est passé? L'ombre, je l'ai vue. Elle regardait. Je ne pouvais pas former de phrase cohérente. Andrés a saisi mon téléphone par terre. L'écran affichait le moniteur. Le coin était vide. L'ombre était partie. Emma dormait toujours. Valeria, il n'y a rien là-bas. J'étais là. Je l'ai vue. Elle m'a regardé. Tu es épuisé. Tu n'as pas bien dormi depuis des semaines. Ton esprit te joue des tours. Peut-être avait-elle raison. Peut-être étais-je tellement épuisé que je hallucinais. Mais ce que j'ai vu semblait si réel, si terriblement réel. Le lendemain matin, j'ai vérifié l'enregistrement de cette nuit-là. L'ombre apparaissait à 3h17, comme toujours. Mais sur l'enregistrement, elle ne tournait pas la tête. Elle était simplement là, immobile, pendant environ 2 minutes avant de disparaître. Avais-je imaginé qu'elle m'avait regardé? Ou l'enregistrement n'a-t-il pas capturé ce moment? Je ne le savais pas. Mais j'ai décidé de faire quelque chose. Cette nuit-là, à 3h15 du matin, je suis entré physiquement dans la chambre d'Emma. S'il y avait quelque chose là-bas, je le verrais de mes propres yeux. Je me suis tenu près du berceau, regardant Emma dormir. Mon téléphone était dans ma main, affichant la transmission en direct du moniteur. Je pouvais me voir moi-même à l'écran, debout à côté du berceau. 3h17 du matin. J'ai ressenti un changement dans la pièce. La température a chuté, pas progressivement mais soudainement, comme si quelqu'un avait ouvert une fenêtre en plein hiver. Je pouvais voir mon souffle, et alors je l'ai senti, une présence, juste derrière moi. Chaque instinct me criait de ne pas regarder, de sortir en courant de la pièce. Mais je devais savoir, je devais voir. Je me suis tourné lentement. Il n'y avait personne là. La pièce était vide, juste moi et Emma. Mais j'ai regardé mon téléphone, la diffusion en direct du moniteur. Sur l'écran, il y avait quelqu'un debout derrière moi. Une silhouette haute, sombre, sans trait défini, debout à moins d'1 mètre de mon dos, si près que je devrais pouvoir sentir sa respiration. Mais quand je regardais la pièce réelle de mes propres yeux, il n'y avait rien. Elle n'existait que dans la caméra. Je suis sorti de la pièce en marchant en arrière, sans détourner le regard de l'espace vide derrière moi. Quand j'ai franchi le seuil de la porte, la température est instantanément revenue à la normale. J'ai fermé la porte et je me suis appuyé contre elle, tremblant. J'ai regardé mon téléphone. Sur l'écran du moniteur, la silhouette était toujours dans la chambre d'Emma. Elle était maintenant debout, juste à côté du berceau, regardant mon bébé endormi en bas. J'ai brusquement ouvert la porte et allumé la lumière de la pièce. Emma se réveilla immédiatement, clignant des yeux à cause de la lumière soudaine. Elle commence à pleurer, mais la pièce était vide. Quand j'ai regardé le moniteur, la silhouette avait disparu. C'était la goutte d'eau qui faisait déborder le vase. Le lendemain matin, j'ai appelé un prêtre. Le père Miguel est venu à la maison cet après-midi-là. C'était un homme âgé, d'environ 60 ans, qui avait été prêtre dans notre paroisse pendant des décennies. Je lui ai tout raconté. J'espérais qu'il penserait que j'étais folle, mais il ne l'a pas fait. « Tu n'es pas la première personne à me raconter quelque chose comme ça, » dit-il sérieusement. Les moniteurs pour bébés modernes, les caméras de sécurité, captent parfois des choses qui existent sur des fréquences que nos yeux ne peuvent pas voir normalement, mais que les caméras peuvent. Qu'est-ce que c'est que cette chose? Essaye-t-elle de faire du mal à mon bébé?
Je ne suis pas sûr, mais je vais bénir ta maison, en particulier la chambre de ta fille, et je vais te donner quelque chose. Il m'a remis un petit chapelet. Accroche ceci au berceau d'Emma, et prie, tous les jours, pour la protection. Le père Miguel bénit toute la maison, en prêtant une attention particulière à la chambre d'Emma. Il aspergea de l'eau bénite dans chaque coin, récita des prières en latin, et plaça une petite médaille de Saint-Michel au-dessus du berceau. Maintenant, il y a autre chose que tu dois faire, dit-il. Cette caméra, tu dois la déplacer. La déplacer? Pourquoi? Parce que je pense qu'elle ne capte pas quelque chose qui est là. Je crois qu'elle sert de portail, comme une fenêtre, permettant à quelque chose de regarder à l'intérieur. Et plus tu regardes, plus la connexion devient forte. Mais j'ai besoin du moniteur. Comment saurais-je si Emma va bien? Utilise uniquement l'audio, ou procure-toi un autre moniteur, plus simple. Mais cette caméra spécifique, à cet endroit précis, crée une porte, et quelque chose l'utilise. Je ne voulais pas le croire. Cela semblait trop absurde, trop surnaturel. Mais cette nuit-là, j'ai suivi son conseil. J'ai débranché le moniteur avec la caméra et je l'ai rangé dans un placard. J'ai acheté un moniteur audio simple dans une pharmacie voisine. Cette nuit-là, pour la première fois depuis des semaines, j'ai dormi sans voir d'ombre sur aucun écran. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. 3 jours plus tard, je nettoyais et j'ai décidé de vérifier le moniteur débranché que j'avais rangé. Je voulais voir si je pouvais peut-être le vendre ou le rendre. Je l'ai sorti du placard et, par curiosité, je l'ai branché. L'application sur mon téléphone s'est connectée automatiquement. La caméra était toujours à l'endroit où je l'avais laissée, pointant vers le coin du placard. Elle ne montrait que des vêtements suspendus et des boîtes. Mais l'application indiquait qu'il y avait de nouvelles enregistrements. Des 3 dernières nuits, même étant débranché. Les mains tremblantes, j'ai ouvert les enregistrements. Chacun montrait la même chose, une obscurité totale. Comme si la caméra était dans un endroit complètement noir. Mais on pouvait entendre du son, une respiration lourde, et de temps en temps, une voix, murmurant si bas qu'on pouvait à peine l'entendre. J'ai augmenté le volume autant que possible, et j'ai approché mon oreille du téléphone. La voix chuchotait « Laisse-moi revenir, laisse-moi revenir, j'en ai besoin, laisse-moi revenir. » Encore et encore, pendant des heures à chaque enregistrement. J'ai crié et lancé le moniteur contre le mur. Il s'est brisé en morceaux. J'ai pris chaque fragment, les ai mis dans un sac poubelle et les ai jetés dans une benne à ordures publique à 3 pâtés de maison de chez moi. Je n'ai jamais parlé à Andrés de ces enregistrements finaux. Je lui ai simplement dit que le moniteur était endommagé et qu'il ne valait pas la peine de le réparer. Cela fait 2 ans depuis. Emma a maintenant 2 ans et 3 mois. C'est une fille saine, heureuse, normale. Elle n'utilise jamais sa chambre d'origine. Depuis qu'elle a 4 mois, elle dort dans une pièce différente que nous avons aménagée pour elle. Sa chambre d'origine est fermée. Nous n'y entrons jamais. Officiellement, nous avons dit à la famille que nous l'utilisons comme stockage. Mais en réalité, nous ne pouvons tout simplement pas. Parce qu'encore maintenant, parfois, lorsque je passe devant cette porte fermée tard dans la nuit, je peux entendre quelque chose de l'autre côté. Respiration, douce, lourde, comme quelqu'un attendant patiemment. Et lors des nuits les plus silencieuses, lorsqu'Emma dort profondément dans sa nouvelle chambre et qu'Andrés dort aussi, je jure que je peux entendre cette voix chuchotant derrière la porte fermée. « Laisse-moi revenir, j'en ai besoin, laisse-moi revenir. » Je n'utiliserai plus jamais de moniteur avec caméra. Je n'ouvrirai plus jamais cette porte. Et quand Emma sera assez grande, nous déménagerons de cette maison. Parce que j'ai appris quelque chose d'effrayant. Il y a des choses qui existent dans les espaces entre le visible et l'invisible. Et parfois, la technologie que nous créons pour nous sentir plus en sécurité est exactement ce qui leur donne une façon d'entrer. Le père Miguel avait raison. La caméra ne captait pas quelque chose qui était déjà là. Elle invitait quelque chose à entrer. Et une fois que vous donnez une invitation, une fois que vous ouvrez cette porte, même d'une petite fissure, il est presque impossible de la refermer complètement. La seule chose que vous pouvez faire est de vous éloigner. Fermez cette pièce, tenir votre famille à distance et prier pour que ce que vous avez laissé piéger là-bas ne trouve pas d'autre moyen de sortir. Voici le témoignage de Valeria. Elle m'a dit qu'écrire cela l'a un peu aidée, même si elle vit toujours avec la peur qu'un jour, ils devront faire face à ce qu'ils ont laissé enfermé dans cette pièce.
Si vous avez déjà remarqué des choses étranges sur des moniteurs pour bébés, des caméras de sécurité ou tout autre dispositif qui vous permet de voir des espaces à distance, laissez-le dans les commentaires. Parfois, la technologie capte plus que ce que nous voulons voir. Prenez soin de votre famille, prenez soin de vous, et à la prochaine histoire. Reposez-vous bien. Un de mes abonnés, de la chaîne, m'a partagé cette expérience il y a quelques jours, et depuis que je l'ai lu, je n'ai pas pu arrêter d'y penser. Il, elle, a préféré rester anonyme, et je le respecte complètement. Si après avoir entendu cela, tu ressens que tu as vécu quelque chose de similaire, ou si tu connais un endroit qui ne devrait tout simplement pas exister, j'aimerais que tu le partages dans les commentaires. Parfois, les histoires les plus perturbantes sont celles qui n'apparaissent jamais sur aucune carte. Voici ce qui lui est arrivé lorsqu'il, elle, a décidé de prendre un raccourci sur une route qui n'était pas là où elle aurait dû être. Je suis conducteur de camion depuis 15 ans. J'ai parcouru pratiquement toute l'Amérique latine en transportant des marchandises, et je pensais connaître chaque route, chaque raccourci, chaque village perdu entre les montagnes. Je pensais qu'il n'y avait plus de surprises pour moi sur les routes. Je me suis trompé. Tout a commencé un jeudi d'octobre. Je devais livrer une cargaison d'électroménager dans une ville à 8 heures de route. Je suis parti tôt, vers 5 heures du matin, lorsque le ciel était encore sombre et les rues vides. Mon camion, un vieux Volvo qui m'avait accompagné pendant des années, ronronnait de manière fiable en laissant derrière lui les lumières de la ville. Les premières heures se sont déroulées sans incident. Musique à la radio, café dans la thermos, le paysage changeant progressivement d'urbain à rural. À 10 heures du matin, j'étais déjà sur une route de montagne, ces routes sinueuses où il faut réduire la vitesse à chaque virage et où le GPS perd parfois le signal pendant plusieurs minutes. C'est dans l'une de ces zones sans signal que j'ai vu la déviation. Il n'était pas marqué sur mon GPS. Il n'apparaissait sur aucune de mes cartes. Mais il était là. Un chemin asphalté qui se ramifiait de la route principale, s'enfonçant entre les arbres. Ce qui était curieux, c'était que l'asphalte semblait neuf. Impeccable, sans nid de poule, sans fissures, sans les marques d'usure que l'on attend sur les routes secondaires de montagne. Il y avait un panneau, en vieux bois, avec des lettres peintes à la main qui disaient « Aller-retour, 45 km de moins ». 45 km de moins signifiait économiser presque 1 heure, et j'avais un léger retard à cause d'une étape technique précédente. Sans trop réfléchir, je tournai le volant et pris la déviation. Les premières minutes furent agréables. La route était même meilleure que la route principale. Lisse, bien entretenue, avec des lignes jaunes parfaitement peintes au centre. Les arbres de chaque côté formaient un tunnel vert qui bloquait le soleil, créant une pénombre fraîche et tranquille. Mais quelque chose me dérangeait. Je ne pouvais pas identifier exactement quoi. Peut-être le silence. Même avec les fenêtres fermées et le moteur du camion rugissant, je pouvais sentir qu'il n'y avait pas de bruit dehors. Aucun oiseau, aucun insecte, aucun son de vent entre les feuilles. Je continuais à conduire. 5 km, 10, 15. La forêt ne changeait pas. Elle était exactement la même à chaque étape. Les mêmes grands arbres droits, la même lumière verdâtre filtrée, la même absence totale de vie sauvage. Je n'ai même pas vu un lapin traverser la route, ce qui était étrange car sur les routes de montagne, il y a toujours des animaux. À 20 km, j'ai vu le premier bâtiment. C'était une maison, petite, en bois, avec un toit en tuiles rouges. Elle était au bord de la route, avec un jardin avant qui semblait parfaitement entretenu. Des fleurs aux couleurs vives poussaient en lignes ordonnées. Un balancier pendait d'un arbre dans la cour, mais il n'y avait personne. J'ai ralenti en observant. Les fenêtres de la maison étaient affermées mais propres. La porte principale, peinte en bleu clair, semblait fraîchement vernissée. Il n'y avait pas de voiture dans le garage ni de linge étendu dans la cour. Aucun signe de vie, mais pas non plus d'abandon. J'ai continué. À 500 mètres plus loin, une autre maison est apparue, semblable à la première. Bien entretenue, vide, avec un jardin impeccable et un vélo d'enfant appuyé contre le mur, comme si quelqu'un venait de le laisser là. Et puis une autre maison, et encore une autre.
Je commençais à sentir une boule au ventre. À 25 kilomètres du détour, la forêt s'est ouverte et un village entier est apparu devant moi. Il n'était pas grand. Peut-être 50 ou 60 maisons réparties de chaque côté de la route. Il y avait une place centrale avec une fontaine, une petite église avec un clocher blanc, une épicerie, une école, un parc pour enfants avec des balançoires qui se balançaient doucement, même s'il n'y avait pas de vent. Tout était absolument impeccable et absolument vide. Je m'ai arrêté le camion au milieu de la rue principale. J'ai coupé le moteur. Le silence qui a suivi était si dense que je pouvais le sentir appuyant contre mes oreilles. Je suis resté assis dans la cabine, les mains encore sur le volant, essayant de comprendre ce que je voyais. Ce n'était pas un village fantôme. Les villages fantômes sont délabrés, avec des fenêtres cassées et des mauvaises herbes poussant entre les fissures du trottoir. Cet endroit semblait habité, mais il n'y avait pas une seule personne. Aucune voiture garée, aucune lumière allumée dans aucune maison, aucun son de télévision ou de radio. Rien. J'ai regardé mon téléphone. Pas de signal, comme je m'y attendais. J'ai regardé l'horloge du tableau de bord. 11h34. Quelque chose dans mon instinct me criait de démarrer le camion et de partir immédiatement. Mais une autre partie de moi, la partie curieuse, avait besoin de comprendre ce qu'était cet endroit. J'ai ouvert la porte de la cabine et je suis descendu. L'air dehors était calme, ni froid ni chaud, neutre, comme si la température n'existait pas. Mes bottes frappèrent le pavé avec un son qui résonna plus fort que d'habitude dans ce silence absolu. Je marchais vers la place centrale. Chaque pas résonnait. Je pouvais entendre ma propre respiration, le frottement de mes vêtements, le craquement des semelles de mes bottes. Mais rien d'autre. La fontaine au centre de la place avait de l'eau cristalline. Elle coulait, se déplaçait en cercle parfait. Je m'approchais et touchais l'eau de la main. Elle était glacée, réelle. Elle mouilla ma peau et je sentis le froid monter le long de mon bras. Je regardais autour de la place. Les bancs étaient propres, sans feuilles ni saleté. Les arbres plantés dans des jardinières en béton étaient parfaitement taillés. La pelouse du parc central était d'un vert vif et court, comme si quelqu'un l'avait coupée ce matin même. Mais il n'y avait personne. Je me suis dirigé vers l'épicerie. La porte était fermée, mais pas à clé. Je l'ai poussée doucement et elle s'est ouverte, faisant sonner une petite cloche au-dessus du cadre. À l'intérieur, les étagères étaient entièrement approvisionnées. Des boîtes de nourriture, des paquets de biscuits, des bouteilles de soda. Tout était parfaitement organisé, avec les prix indiqués sur des étiquettes écrites à la main. Il y avait une vieille caisse enregistreuse sur le comptoir, fermée. Un calendrier sur le mur affichait le bon mois, octobre. Mais l'année sur le calendrier datait de 30 ans auparavant. J'ai ressenti un frisson parcourir mon dos. Je suis sorti rapidement du magasin. La petite cloche a sonné à nouveau, trop fort dans ce silence antinaturel. J'ai décidé de vérifier l'église. Peut-être y trouverais-je des réponses, ou au moins une piste sur ce qui était arrivé aux gens de ce village. La porte de l'église était en bois lourd, sculptée de scènes bibliques. Elle était entr'ouverte. Je l'ai poussée complètement et suis entré. L'intérieur était frais et sentait la cire, bien qu'aucune bougie ne fût allumée. Les bancs en bois étaient alignés en rangées parfaites. L'autel au fond avait un Christ en croix, des fleurs fraîches de chaque côté et un livre ouvert qui semblait être une Bible. Je me suis promené dans le couloir central. Mes pas faisaient écho contre les murs en pierre. Je suis arrivé jusqu'à l'autel et j'ai regardé le livre. Ce n'était pas une Bible, c'était un registre. Un livre de noms écrits à la main à l'encre noire. Page après page, des noms, des centaines d'entre eux, tous avec la même date à côté, le 17 octobre 1994. Je sentais mon cœur battre plus vite. C'était le 17 octobre, le même jour, mais 30 ans plus tard. Je tournais les pages avec des doigts tremblants. Chaque nom avait une brève annotation à côté. Maria Santos, accepté. José Ramirez, accepté. Carmen Lopez, accepté. Pedro Martinez, accepté. Page après page. Tous avaient accepté. Accepté quoi? Je continuais à vérifier jusqu'à ce que j'arrive aux dernières entrées. Là, le motif changeait. Ana Ruiz, rejeté. Miguel Torres, rejeté. Isabel Mendoza, rejeté. Seulement 3 noms. 3 personnes qui avaient rejeté ce qui leur avait été offert. Et à côté de ces 3 noms, écrites à l'encre rouge, il y avait 3 mots qui glacèrent mon sang. Reste avec nous.
Je fermai le livre d'un coup. Le son résonna dans toute l'église comme un tonnerre. Je devais partir d'ici. Je devais retourner à mon camion et quitter cet endroit immédiatement. Je suis sorti en courant de l'église. Le soleil était toujours caché derrière des nuages bas que je ne me souvenais pas avoir vus auparavant. La lumière était grise, plate, sans ombre définie. Je courus vers l'endroit où j'avais laissé mon camion, dans la rue principale en face de la place. Il n'était pas là. Je me suis arrêté brusquement, haletant, regardant l'espace vide où j'avais stationné il y a à peine 10 minutes. Le camion avait disparu. Il n'y avait aucune trace de pneu, aucun signe qu'il ait été là. La panique a commencé à m'envahir. « Salut !» ai-je crié. Ma voix a rebondi entre les bâtiments vides. Y a-t-il quelqu'un ici? Rien. Juste l'écho de mes propres mots qui s'estompaient dans l'air calme. Je me suis mis à marcher rapidement dans la rue principale, cherchant mon camion, cherchant une explication. Je suis passé devant l'école. Les fenêtres montraient des salles de classe entièrement équipées, des tableaux avec des devoirs écrits, des pupitres ordonnés, des sacs à dos suspendus au dossier des chaises, comme si les élèves avaient disparu en plein cours. Je suis passé devant un restaurant. À travers la fenêtre, je pouvais voir des tables dressées avec des couverts et des assiettes, des verres remplis d'eau, de la nourriture dans les assiettes, comme si quelqu'un s'apprêtait à manger et s'était simplement évaporé. Cet endroit n'était pas abandonné. Il était figé, suspendu au moment précis où quelque chose s'était produit. J'ai continué à marcher jusqu'à la fin du village. Là, le chemin poursuivait son chemin dans la forêt. Une pancarte en bois peinte à la main disait « Sortie, 20 km ». Je n'avais pas le choix. Mon camion avait disparu. Je ne pouvais pas revenir par où j'étais venu sans véhicule. Je devais continuer et faire confiance que cette route me ramènerait quelque part de réel, quelque part qui existait sur les cartes. J'ai commencé à marcher. La forêt autour du chemin était identique à celle que j'avais traversée dans le camion. Des arbres parfaitement droits, une lumière verdâtre, un silence absolu. Mais maintenant que j'y allais à pied, je pouvais remarquer des détails que je n'avais pas vus depuis la cabine. Les arbres n'avaient pas d'écorce. Ou mieux dit, ce qui semblait être de l'écorce de loin, de près révélait être quelque chose de plus. Une surface lisse, sans texture, comme si c'était des colonnes peintes pour ressembler à des arbres mais sans en être vraiment. Je me suis approché d'un et je l'ai touché. Il était froid, dur, pas comme du bois, comme de la pierre, ou comme quelque chose que je n'avais jamais touché auparavant. J'ai rapidement retiré ma main et j'ai continué à marcher. Après ce que j'ai ressenti comme une heure, bien que ma montre indiquait toujours 11h34, j'ai entendu quelque chose. Des pas, derrière moi. Je me suis arrêté. Les pas se sont arrêtés aussi. Je me suis tourné lentement. Il n'y avait personne sur le chemin. Juste la ligne droite d'asphalte parfait disparaissant entre les arbres faux. J'ai attendu. J'ai retenu mon souffle. Les pas recommencèrent, plus proches maintenant, définitivement derrière moi. Mais quand je regardais, il n'y avait rien de visible. Je me mis à marcher plus vite. Les pas me suivaient, maintenant le même rythme, comme un écho déformé de mes propres mouvements. Je courus, les pas coururent aussi, plus vite, plus proche. Je pouvais sentir quelque chose s'approcher, même si je ne pouvais pas le voir. Une présence, une intention. Devant, entre les arbres, apparut une silhouette. Elle était humaine, ou du moins elle en avait l'apparence. Elle se tenait au milieu du chemin, complètement immobile, m'observant. Je m'arrêtais, haletant à cause de l'effort de courir. La figura no se movió. Era una mujer. Vestía un vestido simple, de color azul claro. Su cabello largo caía sobre sus hombros. Su rostro no tenía rasgos. No había ojos. No había nariz. No había boca. Solo una superficie lisa donde debería haber un rostro. Retrocedí un paso. La figura inclinó la cabeza hacia un lado, un gesto curiosamente humano viniendo de algo tan obviamente inhumano. ¿Quién eres?, logré preguntar, aunque mi voz salió como un susurro ronco. La figura no respondió. No tenía boca con la cual responder. Pero entonces escuché una voz. No venía de ella. Venía de todas partes a la vez. Del aire mismo. Un visitante, dijo la voz. Era femenina pero extraña, como múltiples voces hablando al unísono con un ligero desfase. Hace mucho que no tenemos visitantes. ¿Dónde estoy?, pregunté. ¿Qué es este lugar? Hogar, respondió la voz. Era un hogar, para muchos,
pero hicieron una elección, y las elecciones tienen consecuencias. La figure sans visage commença à marcher vers moi, lentement. Ses pieds ne faisaient pas de bruit en touchant l'asphalte. Ceux qui ont accepté, poursuivit la voix, sont partis ailleurs, un endroit meilleur, nous ont-ils promis. Un endroit où il n'y aurait jamais de souffrance ni de douleur. Tout ce qu'ils avaient à faire, c'était partir, tout abandonner, le laisser derrière. Je me suis forcé à ne pas reculer davantage, à rester ferme même si chaque instinct dans mon corps me criait de fuir. Et ceux qui n'ont pas accepté ? Demandai-je, en me rappelant les 3 noms dans le livre de l'Église. La figure s'arrêta à quelques mètres de moi. Elle pencha la tête de l'autre côté. Ceux qui n'ont pas accepté, dit la voix, maintenant plus proche, plus intime, comme si elle murmurait directement à mon oreille, sont restés. Mais ils ne pouvaient pas rester seuls. Alors, nous leur avons offert une compagnie. Nous leur avons donné un village entier, parfait, immuable, éternel. Cet endroit, expliqua la voix, est la mémoire. C'est l'écho de ce qui a été. Ceux qui ont rejeté l'offre ne voulaient non pas quitter leur foyer. Ainsi, leur foyer ne les a jamais quittés. Ils restent ici, pris au piège dans le dernier instant avant que le reste ne parte. Et ils restent aussi, veillant, attendant, maintenant tout exactement comme il était. Où sont-ils ? Demandai-je. Où sont ces 3 personnes ? La silhouette sans visage leva un bras et pointa vers l'arrière, vers le village. Ils ne sont jamais partis, dit la voix. Ils sont dans leur maison, à l'église, à l'école, marchant dans les rues qu'ils aimaient, mais ils ne sont plus comme toi. Ils ne sont plus comme ils étaient. Ils font partie du lieu maintenant, inséparables de lui. Je sentis mes jambes trembler. Et moi ? Demandai-je. Qu'est-ce qui va m'arriver ? La silhouette abaissa le bras, inclina la tête en avant, comme si elle m'étudiait alors qu'elle n'avait pas Dieu pour voir. Tu as pris le détour, dit la voix. Tu as choisi de venir ici. Tous les 30 ans, à cette date précise, le chemin apparaît. C'est une invitation, une opportunité pour quelqu'un de nouveau de découvrir cet endroit. Et quand ils le font, on leur pose une question. Mon cœur battait si fort que je pensais qu'il allait sortir de ma poitrine. Quelle question ? Chuchai. La silhouette sans visage fit un pas de plus vers moi, et un autre, jusqu'à ce qu'elle soit si proche que je pourrais la toucher. La voix, maintenant directement dans ma tête, demanda « Acceptes-tu de rester ?» Le monde autour de moi changea. Je n'étais plus sur le chemin de la forêt. J'étais de retour au village. Mais le village avait changé. Il y avait maintenant des gens. Des dizaines de personnes marchaient dans les rues, faisaient leurs courses dans les magasins, assises sur les bancs de la place. Des enfants jouaient dans le parc. Tout semblait normal, vivant, réel. Mais quand je regardais de plus près, je pouvais voir que quelque chose n'allait pas avec toutes ces personnes. Elles bougeaient légèrement désynchronisées, comme des acteurs suivant un script mais oubliant leurs lignes de temps en temps. Leurs visages changeaient subtilement quand on ne les regardait pas directement, révélant pendant une seconde cette même surface lisse et sans traits avant de revenir à la normale. « Tu peux rester », offrit la voix. « Tu peux vivre ici, en paix, en perfection. Tu ne vieillirais jamais, tu ne souffrirais jamais, tu n'aurais jamais à t'inquiéter de rien. Tout ce que tu as à faire, c'est accepter, c'est-à-dire dire oui. » C'était tentant, terriblement tentant. Une partie de moi, celle fatiguée de conduire pendant des heures, de travailler jusqu'à l'épuisement, de m'inquiéter pour l'argent, les délais et les livraisons, voulait dire oui. Mais alors je me suis souvenu des noms dans le livre, les 3 qui ont refusé. Ils restent avec nous, pas comme des invités, comme des prisonniers. Et si je dis non ? Demandai-je. La voix garda le silence un instant. Le peuple autour de moi se figea. Les gens cessèrent de bouger. Les enfants restèrent suspendus dans l'air au milieu de leurs sauts. Tout s'arrêta sauf moi et la silhouette sans visage devant moi. « Si tu dis non, » répondit enfin la voix, « tu dois partir, et tu ne pourras jamais revenir, et tu ne pourras jamais parler de cet endroit, parce que si tu le fais, si tu essaies de guider d'autres ici, si tu essaies d'exposer ce que nous sommes, alors tu rompras l'accord, et nous viendrons te chercher, peu importe où tu es. Peu importe combien de temps cela prendra, finalement, nous viendrons. » J'avalis ma salive. Ma gorge était sèche. « Quelle est ta réponse ?» demanda la voix. Je regardais autour du village figé. Je regardais les visages sans expression des personnes qui n'étaient pas des personnes. Je regardais la perfection artificielle de chaque bâtiment.
Chaque arbre, chaque détail méticuleusement maintenu dans un état de conservation impossible. Et je me souvins de mon camion, de ma vie, de mon monde réel, avec toutes ses imperfections et ses difficultés. « Non, dis-je fermement, je n'accepte pas, je veux partir. » Pendant un instant, rien ne s'est passé. Puis, le peuple a commencé à disparaître. Pas d'un coup, progressivement, comme une photographie exposée trop longtemps au soleil. Les couleurs sont devenues plus pâles, les bâtiments plus translucides, les personnes figées sont devenues comme des fantômes avant de disparaître complètement. La silhouette sans visage a été la dernière à partir. Elle est restée là, m'observant avec sa tête inclinée, jusqu'à ce qu'elle aussi se dissolve dans l'air comme de la fumée. Et puis j'étais de retour sur la route, seul, entouré d'arbres réels avec une écorce véritable et des feuilles qui murmuraient avec le vent réel. Devant, je pouvais voir la lumière, la vraie lumière du soleil, la sortie de la forêt. Je courus vers elle. Quand j'ai émergé entre les arbres, j'ai failli pleurer de soulagement. J'étais de retour sur la route principale, la même route de montagne que je parcourais ce matin-là. Et là, garé sur la bande d'arrêt d'urgence à une centaine de mètres, se trouvait mon camion. Je courus vers lui. La porte était déverrouillée. Les clés étaient dans le contact. Tout était exactement comme je l'avais laissé, sauf qu'il y avait maintenant une fine couche de poussière sur le tableau de bord, comme si le camion était resté là pendant des jours. Je démarrai le moteur. Le Volvo prit vie avec son rugissement familier et réconfortant. Je regardais l'horloge du tableau de bord. 16h37. Plus de 5 heures s'étaient écoulées depuis que j'avais pris le détour. Mais pour moi, cela avait semblé beaucoup moins, ou peut-être beaucoup plus. Le temps dans cet endroit ne fonctionnait pas normalement. Je conduisis sans m'arrêter jusqu'à ma destination. J'ai livré la cargaison en retard, inventé une excuse sur des problèmes mécaniques et me suis enregistré dans un hôtel bon marché pour passer la nuit. Cette nuit-là, je n'ai pas dormi. Chaque fois que je fermais les yeux, je voyais la silhouette sans visage. J'entendais la voix m'offrant de rester dans ce village parfait et mort. Le lendemain matin, j'ai cherché sur Internet. J'ai enquêté sur des villages disparus dans cette région. J'ai trouvé quelque chose. Il y avait une fois un village. Il s'appelait San Isidro del Valle. En octobre 1994, tous ses habitants ont disparu en une seule nuit. Ils sont simplement partis. Ils ont laissé leur maison, leurs biens, tout. Lorsque les autorités sont arrivées quelques jours plus tard, elles ont trouvé le village complètement intact mais vide. Les enquêtes n'ont rien donné. Il n'y avait aucun signe de violence. Il n'y avait aucune preuve d'une évacuation planifiée. Les gens avaient simplement disparu. Avec le temps, l'affaire a été classée sans solution. On a supposé qu'il s'agissait d'un type de suicide collectif ou que tout le monde avait fui pour des raisons inconnues. Mais je connaissais la vérité. Ils avaient accepté une offre, une promesse de quelque chose de mieux. Et ils étaient donc partis vers un endroit que je ne pouvais ni suivre ni imaginer. Tous, sauf 3 personnes. Ana Ruiz, Miguel Torres et Isabel Mendoza. Ceux qui avaient dit non, ceux qui avaient préféré rester chez eux, peu importe le prix. Et maintenant, ce foyer les maintenait prisonniers, piégés dans une écho éternelle du dernier instant, avant que tous les autres ne partent. Cela fait 2 mois depuis. Je suis retourné plusieurs fois sur cette route de montagne pour faire des livraisons dans la région. Chaque fois que je passe là où le détour devrait être, je regarde attentivement. Il n'y a rien. Juste une forêt dense de chaque côté de la route. Pas de chemin secondaire. Pas de panneau promettant un raccourci. Rien qui suggère qu'il y ait jamais eu une entrée à cet endroit. Mais je sais qu'il reviendra. Dans 30 ans, le 17 octobre, la route apparaîtra à nouveau. Et un autre conducteur fatigué cherchant à gagner du temps prendra ce détour. Et on lui posera la même question qu'à moi. Parfois, je me demande ce qui aurait pu arriver si j'avais dit oui. Si je marcherais maintenant dans ces rues parfaites, entourées de simulacres de personnes, vivant dans une perfection artificielle mais sans douleur ni problème. Parfois, je me demande ce qu'il reste des 3 qui sont restés, s'ils sont toujours conscients là-dedans, s'ils savent ce qu'ils sont maintenant, s'ils souffrent dans leur prison de perfection, ou s'ils ont oublié ce qu'était être humain depuis si longtemps que cela n'a plus d'importance. Je n'ai pas de réponse. Je n'ai que ceci, la certitude absolue qu'il existe des endroits dans ce monde qui ne devraient pas exister. Des endroits piégés entre ce qu'ils ont été et ce qu'ils auraient pu être. Des endroits qui attendent patiemment que quelqu'un prenne le mauvais chemin. Et quand ils le feront, quand cette déviation apparaîtra devant eux en promettant un raccourci et du temps économisé,
J'espère qu'ils se souviendront de quelque chose d'important. Certains raccourcis ne vous mènent pas là où vous voulez aller. Ils vous mènent là où quelque chose d'autre veut que vous soyez. Et une fois que vous y arrivez, en sortir demande plus que simplement dire non. Cela demande d'être prêt à porter la connaissance de cet endroit pour le reste de votre vie. Cela demande de vivre en sachant qu'il existe, qu'il attend, et qu'il reviendra éventuellement. Chaque fois que je conduis de nuit maintenant, je vérifie mes cartes obsessionnellement. Je m'assure de connaître chaque tronçon de chaque itinéraire. Je ne fais pas confiance aux raccourcis. Je ne fais pas confiance aux détours non marqués. Et chaque 17 octobre, peu importe où je suis, je m'assure d'être quelque part en sécurité, entouré de gens, loin de toute route isolée de montagne, parce que je sais que le village est toujours là, quelque part entre le réel et l'impossible, en attente, préservant sa perfection. Et les trois qui ont dit non continuent de marcher dans leur rue vide, purgant leur condamnation à l'éternité dans l'endroit qu'ils aimaient trop pour le laisser partir. Parfois, dans mes cauchemars, je vois la silhouette sans visage debout au bord de la route, me regardant passer, inclinaison de la tête dans ce geste curieusement humain, et j'entends la voix chuchotant dans mon esprit. Tu reviendras. Finalement, tous reviennent, mais je refuse d'y croire. Je refuse d'accepter que cet endroit ait un quelconque pouvoir sur moi, au-delà de la peur qu'il m'inspire. Je continue à conduire, je continue à travailler, je continue à vivre ma vie imparfaite dans mon monde imparfait. Et chaque nuit, avant de dormir, je me répète la même chose, j'ai dit non. J'ai choisi de partir, et je suis libre. Même si parfois, dans l'obscurité juste avant l'aube, lorsque le monde est plus calme et le silence plus profond, je me demande si cela est vraiment vrai, ou si une partie de moi est restée dans ce village, en attendant, en observant, en comptant les jours jusqu'au prochain 17 octobre, lorsque le cycle recommencera. Voici comment se termine le récit que j'ai reçu. La personne qui me l'a envoyé dit qu'elle n'a plus jamais pris de détour non indiqué clairement sur des cartes officielles. Si tu as déjà vu un détour qui ne devrait pas être là, ou si tu as visité un endroit qui semblait exister hors du temps normal, j'aimerais connaître ton expérience. Laisse-la dans les commentaires. Parfois, partager ces histoires nous aide à traiter l'inexplicable. Conduis prudemment, et rappelle-toi que tous les chemins ne mènent pas là où nous croyons. À bientôt.